Ça vient. C'est bon. Ça vient. On va attendre que ça se connecte un peu. Bonsoir, bonsoir, messieurs, dames. Salut. Alors, j'espère que tout le monde a ça. Où elle est la caméra? À la boîte de Doliprane qui va bien. Hein, je n'arrive pas à la... Voilà. Il vous faut absolument une boîte de Doliprane quand on cause avec Alain. Ça évite des agréments après. Hein. Ah bon, je croyais que tu prescrivais ça aussi pour le Covid. Je dis, ça y est, c'est Non, un non, vendu non. encore qui Non. veut pas Salut les soigner les vieux. gens. Salut Laurent. Salut Franck. Salut tout le monde. Salut, Mais salut. pour la tête, je me demande si l'aspirine, c'est pas plus efficace que le Doliprane, mine de rien. Ouais. Prévoyez la boîte de Doliprane avec Alain, hein, parce que là, ça va chauffer. Salut Vino. Les barbes blanches, ouais, bah putain, Alain, il est vachement plus vieux que moi, hein, Alain. Bah ouais. Salut, Moi, je fais le plus vieux, en tout cas. Enfin, si, je suis quand même plus vieux que toi. Ouais, de quelques mois, je crois. Enfin, je sais pas, ouais. Bon, je sais pas, moi, je suis né en 56. Ouais, t'as 2 ans, quoi. Mais Voilà. bon. Mais je suis largement plus vieux. T'es largement plus vieux, puis ton cerveau fume tellement plus vite que ça Tu sais doit dès que faire blanchir. Dès que j'ai atteint mes 50 balais, quand je prenais un billet de train à la SNCF, ils me disaient que si j'avais une carte de réduction, ils croyaient déjà que j'avais 60. J'ai l'habitude. Bon. Salut tout le monde. Allez, on y va. Bon, Alain, je t'ai convoqué. Parce que c'est comme ça. Je t'ai appelé. Yes. Je t'ai dit, viens, il y a des questions. Ouais. J'aimerais, dans un premier temps, s'il te plaît, salut Laurent, salut tout le monde, on redit bonsoir. On attend encore un peu ou non, ça va? Oh, c'est comme tu veux, moi je ne suis pas pressé. Ça va. Alain, dans un premier temps, j'aimerais, tu sais, souvent sur les, je t'en avais parlé au téléphone l'autre fois, sur les ICP, les gens remarquent, putain, j'ai trop d'aluminium, putain, j'ai trop de zinc, putain, j'ai trop de je ne sais quoi. Est-ce que tu peux me donner les métaux dont on est sûr que l'ICP dit qu'il y en a trop, c'est-à-dire les métaux qui ne peuvent se trouver que sous forme inorganique? Est-ce que ça existe? Oui, enfin, ce qu'on trouve dans l'ICP, c'est ce qui est dessous, donc c'est ceux qui sont sous forme ionique. Sous forme ionique, d'accord. Ou liés à une molécule organique sous forme dissoute, tu vois. Et donc, avec quel métal l'ICP ne peut pas se bourrer? Ah bah, normalement, le zinc, tous les oligoéléments classiques, zinc, cuivre, fer, manganèse, des trucs comme ça, parce que s'ils sont dans l'eau, c'est soit sous une forme organique, mais ils ne sont pas dans un cristal, en fait, parce que l'aluminium, le problème, c'est que c'est constitué voilà, l'aluminium, des argiles. Ouais. Des argiles, de la zéolite, enfin tous les aluminosilicates. Ouais. Donc là, si tu veux, c'est complètement, c'est non réactif chimiquement, c'est pas toxique. D'accord. Donc le problème est vraiment particulier à l'aluminium. Oui, tout à fait, oui. Parce qu'à ce moment-là, il faudrait, pour décrocher l'aluminium, il faudrait le mettre dans un bain d'acide sulfurique. Donc, comme ce n'est pas le cas, tu ne peux pas le décrocher de l'aluminosilicate. D'accord. Sauf à passer dans l'acide sulfurique et après, dans la solution d'acide sulfurique, tu auras l'aluminium, on est d'accord. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, il y avait une réponse sur un des postes. Pour que les aluminosilicates relarguent l'aluminium, il faudrait que le pH du bac soit à 1. Voilà, mais par contre, le problème, c'est que les argiles, ça peut être des microparticules. Donc, ça peut être en suspension dans l'eau. Et dans ce cas-là, l'ICP va mesurer des microparticules d'argile, mais qui sont toujours pas toxiques. Mais là, donc, du coup, ça trompe ton test va quand même mettre de l'aluminium, effectivement, mais comme c'est sous forme il te dit pas, l'ICP te dit pas sous quelle forme est la substance. Si c'est un sel minéral, si c'est une grosse molécule, il te le dit pas. Et comme les argiles, t'en as partout, parce que quand tu nourris tes poissons, les proies, les artémias, tout ça, ça filtre aussi des microparticules d'argile. Donc, tu as toujours des particules d'argile, même en eau de mer. Bon, il y en a plus en eau douce, on est d'accord. Mais donc, et comme ça mesure des quantités tellement faibles, il ne faut pas grand-chose. Même si ton eau paraît claire, bon, c'est possible. Maintenant, c'est possible qu'il y ait de l'aluminium. Par exemple, si tu mets de la résine à base d'hydroxyde d'aluminium
Ouais. Tu peux avoir aussi des microparticules d'hydroxyde d'aluminium, donc ça, c'est pas toxique non plus. Mais l'hydroxyde d'aluminium, peut-être que lui peut se dissoudre, justement. S'il y a des microparticules dans le bac et que ça tombe dans les sédiments, ça peut peut-être relarguer le sable pour relarguer un peu d'aluminium dû aux déchets des résines sous forme d'aluminium. D'accord. Mais Donc, ça c'est un truc bizarre, ça, parce que moi, j'avais demandé à un chimiste cette histoire de résine, tu vois. Et contrairement à ce que je pensais, en fait, il avait l'air de dire que même en milieu alcalin, l'hydroxyde, ça pouvait libérer de l'aluminium. Alors là, du coup, j'ai pas retrouvé d'autres chimistes pour vérifier, mais là, j'avais un doute du coup là-dessus, parce qu'a priori, c'est plutôt en mettant dans un acide que l'hydroxyde, à mon avis, et tu m'avais dit l'autre fois là au téléphone, quand je t'ai appelé pour ce truc-là, que les gens qui ont un taux d'aluminium mesuré important à l'ICP et que ça inquiète, pour précipiter l'aluminium, donc pour former les aluminosilicates, c'est ça? Il faut mettre, faut mettre de l'hydroxyde. Non, si tu mets de la chaux, de la chaux, voilà. De la chaux, ça fait de l'hydroxyde d'aluminium qui, lui, n'est plus toxique et va précipiter. Mais de toute façon, il est plus toxique. D'accord. Donc, c'est le principal. Mais l'aluminium sous forme ionique, Al3+, ça serait par exemple du chlorure d'aluminium ou du sulfate d'aluminium. Et ça, il y a peu de chances qu'il y en ait. C'est ça qui serait toxique. Alors, par contre, il y a des eaux, par exemple, en Seine-et-Marne, tu as des endroits où la dose normalement maximale qui est autorisée pour les eaux du robinet, c'est 50 microgrammes, je crois. Ouais. Et dans le 77, tu as des zones qui dépassent les 100 microgrammes. De quoi de quoi Si tu as un mauvais osmoseur avec une eau comme ça, là, par contre, tu auras vraiment de l'aluminium sous forme ionique. La Seine-et-Marne, c'est le coin de Bachir, ça, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, c'est grand, hein, ça va de Roissy jusqu'au... Il avait des problèmes avec ta connaissance de métaux dans ses bacs? Non, il n'y avait pas les ACP à l'époque. Il n'y avait pas les ICP. Non, mais dans son coin, c'est pas trop, c'est plutôt vers encore plus dans le sud qu'il y a le problème, apparemment. Dans son coin, son coin, c'était agricole, donc il avait eu des moments où il y avait 4 mg de phosphate dans l'eau du robinet. Salut David, salut tout le monde. Ouais, d'accord. Mais donc, si tu veux vraiment limiter, ce qu'il faudrait, c'est presque pour prendre de l'eau, laisser sédimenter 24-48 heures et prendre d'eau dessus avant de l'envoyer, tu vois, pour que toutes les microparticules sédimentent. Pour les gens qui sont en Seine-et-Marne. Oui, éventuellement, parce que là, si c'est dissous, ça ne sédimentera pas, donc tu l'auras quand même dans l'eau. Et là, si tu as laissé sédimenter, tu peux t'inquiéter. Bon, sinon, tu pourrais microfiltrer à 2 microns, mais bon, pratiquement, personne n'a le matériel pour faire ça. D'accord. Là, j'ai une question de Jimmy. Il dit, j'avais lu une étude qui disait que la zéolite absorbait l'aluminium. Est-ce que c'est vrai? Non, mais la zéolite, elle absorbe les ions positifs, donc les métaux lourds, donc l'aluminium. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que elle est sélective. C'est-à-dire qu'à concentration égale, elle va prendre plus ou moins certains ions. Et il se trouve qu'elle a une affinité qui est très grande pour le potassium, autant que pour l'aluminium, pour l'ammonium. C'est pour ça qu'en eau de mer, une zéolite, elle n'absorbe pas d'ammoniac. Parce que comme il y a 400 mg de potassium et que l'affinité est la même que pour le potassium, ben, elle va prélever surtout le potassium, puisqu'il y en a beaucoup. C'est plus facile, tu vois, l'absorption dépend de la concentration. D'accord. Parce que si tu as la même affinité. Alain, 2 minutes. Je te taquine un petit peu avec ma boîte de Doliprane. Oui, non, je sais. Quand je sens que tu m'échappes, je sors la boîte de Doliprane. Et justement, quand tu sors la boîte de Doliprane, je respecte d'une autre façon parce que je me dis, tiens, c'est peut-être. Si tu veux, si la zéolite est capable d'absorber de façon identique le potassium et puis l'ammoniac, c'est identique, mais quand c'est à concentration égale. Si tu en as un qui est 100 fois plus concentré, ce qui est le cas du potassium, puisqu'il y a 400 mg par ammonium, si tu as 4 mg, tout est flingue, tout est mort dans le bac. Donc, toi, c'est pas... Donc, dans la pratique, si le pH est en plus élevé et puis que tu as beaucoup, surtout que tu as beaucoup de potassium, bah, ton ammoniac ne sera pas tellement prélevé. La résine va se saturer en potassium. C'est pour ça que la météo zéolite. Pour revenir à la question, est-ce que la zéolite, elle chope l'aluminium ou pas alors finalement? Oui, elle chope tous les cations, mais avec une affinité moins grande que pour le potassium aussi, donc elle risque de ne pas en absorber beaucoup. C'est le même raisonnement que pour l'aluminium. C'est-à-dire qu'en eau douce, si tu mets de l'aluminium sous forme ionique, il sera bien absorbé par les zéolites. En eau de mer, c'est moins sûr. D'accord. C'est ça le problème. Il peut en absorber un peu, mais comme c'est toxique à très faible dose, c'est pas sûr que ça suffise. Si tu avais 10 mg d'aluminium, ça finirait par en absorber, on est d'accord.
Mais c'est toxique bien avant ça, c'est ça le problème. C'est que ça pourrait retirer si tu avais plus que ce qu'il y a comme potassium. D'accord. Après, tu as d'autres métaux, les métaux lourds comme l'uranium, le plomb, eux, ils ont une affinité plus grande que le potassium. Donc, même à des concentrations plus faibles, ils peuvent absorber l'azolite pour absorber. Alors, peut-être que l'aluminium, c'est aussi le cas, si tu veux. Mais malheureusement, comme c'est à des doses, c'est toxique à des doses relativement faibles, c'est pas sûr que ça suffise pour tout enlever. D'accord. Il y avait, là, Carlos, je vais poser ta question après. Par contre, oui, attends, 2 minutes. Attends, je termine avec cette histoire. Par contre, ce qui serait intéressant avec les zéolites, toi, par contre, c'est que si tu l'utilises sur de l'eau osmosée, là, du coup, dans l'osmosée, il n'y a pas de potassium. Donc, ça va retirer les métaux lourds qui seraient passés à travers la membrane, si tu n'as pas de résine. Donc, à la limite, c'est une bonne idée de mettre en plus d'une résine d'EO, de faire passer l'eau osmosée dans de la zéo. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Mais par contre, dans l'eau de mer, ça sera beaucoup moins efficace. Ouais, ah oui, d'accord. Là, ça y est, j'ai percuté. Ça sera moins efficace parce que le potassium, parce que le potassium est en concurrence avec l'aluminium voilà. ou autre chose. Et il se trouve que dans l'eau de mer, tu as beaucoup de potassium, tu as 400 mg. C'est beaucoup par rapport aux microgrammes que tu peux enlever d'autres choses. Tu vois. Ça y est, j'ai compris. Putain, je suis un peu long à la détente. Non, mais tu sais que ça paraît, je te le dis là, mais c'est un truc qui est dingue, c'est que pour les élevages de gambas là, en Asie, il y a des mecs qui ont vendu des milliers de tonnes, même des millions de tonnes de zéolite pour enlever l'ammoniac dans des bassins d'élevage de gambas, alors que ça n'avait aucun effet parce que dans les gambas, on utilise l'eau saumâtre. Mais donc, il y a des gens qui se sont fait avoir, qui ont acheté même en aquaculture, tu vois. Bon, après, ça a fini quand même par. Il y a des gens qui ont fini par gueuler, mais comme ça arrangeait pas, ça faisait du business, pareil, on ne s'est pas empressé de diffuser l'information, si tu vois ce que je veux dire. Donc là, on a compris pour la zéo et l'alu. Après, il y a une question de David qui demande comment arrive l'étain dans le bac et comment enlever de l'étain. L'étain, normalement, à part l'eau osmosée, je vois pas trop parce que c'est un métal quand même qui est pas super courant. Donc, à part dans l'étain, pas tellement, non. Ça pourrait venir que d'une eau osmosée pourrie. Donc, c'est pour ça que si tu passes ton osmosée sur résine échangeuse d'ion, tu n'as pas trop de risques. Et pourquoi il y aurait de l'étain dans l'eau? Parce que l'étain, ça peut servir en industrie métallurgique pour les alliages ou des trucs comme ça. Et puis, du coup, comme ils rejettent les eaux de refroidissement, ou de traitement de refroidissement des métaux, c'est une pollution. Et quelqu'un qui fait beaucoup de changement d'eau avec un sel qui est les usines chimiques, ils peuvent balancer du zinc dans la flotte. C'est pour ça que dans l'eau douce, par contre, dans les endroits pollués, elle peut vraiment être polluée avec plein de saloperies. D'accord. Du cuivre, par exemple. Le cuivre pour les eaux, pour nous, ce qu'ils acceptent dans l'eau de consommation pour nous, c'est 2 mg par litre. Ouais. Alors, pour nous, c'est pas grave, 2 mg pour l'eau de mer, c'est 1000 fois ce que tu dois avoir. Donc, c'est un peu chiant. Donc, ça craint. Donc, les concentrations en eau douce des métaux, ça n'a rien à voir avec ce en eau de mer. C'est pour ça que c'est super important de passer l'eau osmosée sur résine. C'est super, super important. D'accord. Et donc là, pour compléter en plus, pour avoir une eau osmosée encore plus tip-top, après la résine, on fait un petit passage sur de la zéo et ça va virer tout ce qui reste. Non, mais si tu as une bonne résine, la résine enlève tout ce qui est ionique. Donc là, du coup, la zéo, ça n'a pas un gros intérêt. Parce que si tu as Ou mettre de la zéo avant pour ne pas fatiguer la résine. C'est plutôt, si vraiment tu étais dans un coin, c'était impossible pour toi de trouver de trouver de la résine, au pire, ça serait toujours bon de passer sur de la zéo au lieu de rien mettre. Voilà. Mais le plus efficace, c'est quand même la résine et pas photo. D'accord. Là, j'ai une question de Carlos Cabrera que je voudrais remercier d'ailleurs, là, parce qu'il nous sort des articles toujours super intéressants que j'ai réunis dans un fichier que les gens peuvent consulter dans l'onglet fichier. J'ai mis tous les articles de Carlos Cabrera. Bon, je n'ai pas mis les titres des articles, mais bon, comme ils sont tous intéressants, vous pouvez tous les lire. Voilà. Alors, la question de Carlos, c'est, j'ai lu dernièrement sur Advanced Aquarist, le truc à Merloc, là, que les résidus fausses gardes en fluidisé relarguaient de l'oxyde d'aluminium qui pouvait avoir des effets néfastes sur les coraux. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, parce qu'effectivement, il faut surtout pas mettre de fausses gardes en fluidisé parce que c'est très friable. Donc, tu vas créer des microparticules tu vas user les grains de fausse garde et ça va se balancer dans les sédiments après, dans le bac. Et dans les sédiments, tu as des zones anoxiques, donc des variations de pH. Et là, du coup, ça peut
déjà, ça va libérer le phosphate que ça a fixé, déjà et d'une. Ouais. Et puis en plus, potentiellement, effectivement, sous l'effet des bactéries, des sédiments, peut-être que là, tu as une partie de l'aluminium qui peut même être absorbée par des bactéries, d'ailleurs pas forcément être dissous. Et puis la microfaune qui se nourrit de l'aluminium va métaboliser ça, puis te relarguer de l'aluminium sous forme organique. Donc ça, effectivement. De toute façon, Salam il faut alaikum, cousin Francky. T'as le bonjour de Franck Bohu, cette espèce salut. d'individu, cette saloperie qui voit toujours les Majano sur mes photos, là. Ah, Salut, mon Francky. il a toujours un aquarium maintenant qu'il est à la retraite. Non, il a que dalle. Il a rien du tout. Il a Moumoun et son manoir, je sais pas où, là, avec sa piscine, son golf et compagnie. Ah, il a laissé tomber, Ouais, il a tout vendu. Mais il est toujours à fouiner, à regarder. L'aquarium, c'était quand il était pauvre. Maintenant qu'il est riche, ils sont. Voilà. Voilà, exactement. Alors là, il y a Carlos qui dit qu'un gars avait de l'étain dans son eau à cause des charnières de son meuble. Tu crois ça possible, toi? Ah bah oui, parce que parce que là, si tu as des éclaboussures, de la corrosion qui tombe dans le bac, Ah ouais? si tu es au-dessus du bac de décante et puis que tu as de la corrosion, bien sûr, oui. Ça suffit à foutre de l'étain? Ah ouais? Ah bah oui, parce qu'il ne faut pas beaucoup. Là. Comme c'est en microgrammes, t'imagines. Si tu as même 100 mg d'étain de sel d'étain qui tombe dans la flotte, bah, 100 mg, c'est beaucoup par rapport aux microgrammes qui suffisent pour intoxiquer le bac. Même si tu as 1000 litres, tu vois, ça suffirait à rajouter 1 microgramme pour 1000 litres, donc c'est vite fait. D'accord. D'accord. 100 microgrammes, pas un microgramme, 100 mg, ça ferait 100 microgrammes pour 1000 litres. Ouais. Donc là, on avait eu une discussion aussi sur les. On en avait parlé déjà. C'est pas la première fois qu'on se cause dans le poste, hein, mon Alain. Les oligos. Il y a beaucoup de gens, dont Yannick, là, qui a un super bac, Yannick Devigne, et d'autres, qui font en fait, en réalité, des méthodes triton sans triton, quoi. C'est-à-dire, ils font des ICP réguliers et ils compensent les oligos par-ci, par-là. Mais moi, je me dis toujours que les oligos, quand tu regardes la composition de l'eau de mer, ils sont vraiment en dose infinitésimale, sauf les principaux, évidemment, hein, strontium, machin, et compagnie. Mais autrement, c'est souvent beaucoup de zéros après la virgule. Oui, mais c'est pour ça que ce qui est Donc, important, comment fait-on pour doser des oligos avec plein de zéros après la virgule? Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est qu'il faut en mettre sous forme équilibrée avec les solutions standards, ou alors les mettre sous forme naturelle dans du phytoplancton. Mais en fait, il doit y avoir zéro. Il faut pas, en fait, il faut éviter qu'il y en ait un qui s'accumule. Ce qui est dangereux, c'est que si tu en as un qui est trop concentré, donc qui se voit au test, il empêche l'utilisation des autres. Toi. Donc en fait, ce qu'il faut éviter, le test, c'est pour vérifier qu'il n'y a pas une accumulation d'un seul des oligoéléments qui va foutre la merde. Ouais, mais tu parles des oligos, les oligos, enfin les oligos à faible concentration, pas les oligos tels le strontium, le potassium et compagnie. Non, mais c'est justement le strontium, le potassium, c'est pas vraiment des oligoéléments, c'est des micro-éléments, c'est pas des oligoéléments. C'est pas des oligos, d'accord. Qu'est-ce que tu appelles oligo? En réalité, qu'est-ce que tu appelles oligo? C'est en fait les métaux qui se fixent juste dans des enzymes. C'est pour ça qu'il en faut très peu. Donc c'est de l'ordre du microgramme. Si les besoins sont de l'ordre du milligramme, c'est plus des oligoéléments. D'accord. Des micro-éléments. Donc l'idée, les tests ICP, c'est surtout pour vérifier qu'il n'y a pas. Tu dois trouver zéro. Alors après, si tu as zéro tout le temps, il se peut qu'il en manque, mais ça voudrait dire qu'il manque de tout. Donc tu mets une solution qui est étudiée pour ça, où on les met dans les bonnes proportions, et puis là, ça va, tu vois. Donc ça veut dire que quand tu reçois le résultat d'un ICP, quand tu reçois le résultat d'un ICP, d'un ICP, si sur les oligos, donc vraiment les oligos, donc de l'ordre du microgramme, tu es à zéro, ça veut dire qu'en réalité, tu es bon. Tu es bon. Alors après, pour savoir si tu n'en manques pas, c'est là que ce qui va te donner. C'est là que tu regardes tes coraux, quoi. Tu regardes la gueule de tes coraux. S'ils sont pas lichons, là, tu te dis que tu en manques, tu es à zéro. Si tu es à zéro, mais qu'ils sont bien colorés, bah, tu t'en fous, ça veut dire qu'il y en a assez. Si par contre, ils sont pas lichons, c'est qu'il en manque, et à ce moment-là, tu en rajoutes pendant 8-10 jours jusqu'à ce que la couleur revienne. Et quand la couleur est revenue, soit tu arrêtes, soit tu diminues pas mal la dose pour un truc d'entretien où tu mets 5 fois moins s'il faut, toi. D'accord. Et les ICP, ils mesurent les concentrations d'oligo à partir de. Est-ce que tu sais l'échelle de mesure? En fait, le problème, ils arrivent à détecter
à partir du microgramme. En dessous du microgramme, à mon avis, c'est pas. Si tu as 0, ça veut dire que tu es en dessous d'un microgramme. Ça ne veut pas dire que tu as 0 forcément en plus. Alors, comme la concentration naturelle de certains, c'est en dessous du microgramme, théoriquement, le cuivre, c'est 0,2 microgrammes. D'accord. Donc, dès que tu as 2, tu vois, c'est pas beaucoup, mais 2, c'est déjà 10 fois ce qu'il devrait y avoir. D'accord. Donc, ça va pas tuer tes coraux, mais ça peut expliquer. Si tu as du cuivre et que tu as 0 ailleurs de microgrammes, ça peut justifier que tu perdes de la couleur parce que le cuivre risque d'empêcher la fixation d'autres oligoéléments, même sans que ça intoxique vraiment le corail. C'est pas que ça va l'intoxiquer, mais ça va le gêner parce que le cuivre va se fixer sur certaines enzymes à la place du zinc, du manganèse, je sais pas quoi, et du coup, le pigment correspondant ne pourra plus être fabriqué. Je dis, ce qui est important, c'est ça, c'est de ne pas en avoir un, sauf le fer. Mais le fer, de toute façon, tu n'en as jamais beaucoup parce qu'il précipite de toute façon. D'accord. Il peut y en avoir quand même parce qu'il peut être sous forme organique, donc il peut y en avoir quand même. Et le fer qui a précipité, il peut être largué à un moment ou à un autre ou pas? Oui, dans les sédiments, il peut être redissous ou fixé à des molécules organiques, puis du coup se redissoudre à cause de ça. D'accord. Là, il y a une question sur les ajouts d'iodure. Est-ce que pour ajouter de l'iode, tu préconises de rajouter des iodures de, je sais pas quoi, de potassium ou de, je ne sais quoi. L'iodure, en fait, ce qui est utile dans le bac, c'est plutôt l'iode, mais l'iodure, ça sert quand même, mais si tu as des corallines. Parce que c'est les corallines qui transformeront l'iodure en iode. Donc, si tu as des corallines, le iodure, c'est très bien. Ça veut dire que si on a de la coralline. Le problème de l'iode, c'est que tu es obligé de le mettre tous les jours. L'iode I2, là, l'iode moléculaire, tu es obligé de le mettre tous les jours parce que lui, il va se dégrader assez vite. Et puis surtout, si tu en mets trop, c'est toxique. Tu fais monter le redox. Donc, ça veut dire que si les gens ont des bacs blindés en coralline, ils peuvent rajouter des iodures et ces iodures vont être dégradés en iode par la coralline. On est d'accord, c'est ce que tu as dit. C'est pas vraiment une dégradation, c'est l'iodure qui est dégradé en fait. Ils vont synthétiser de l'iode grâce au iodure, quoi. Grâce aux corallines, ouais. Donc, si on met de l'iodure de potassium, par exemple, ça veut dire que ça va relarguer du potassium et de l'iode? Ouais, c'est ça, ouais. Alors, comme tu ne mets pas beaucoup d'iode par rapport au potassium, ça va monter ton potassium, mais pas des masses. Et puis, le potassium, il est utilisé en partie aussi dans le métabolisme. Donc, voilà. D'accord. Le potassium, c'est hyper important comme truc. Il faut toujours être autour de 400, c'est hyper important. Non, oui, non, le potassium, tu sais que le potassium, c'est important parce que c'est dans l'équilibre sodium-potassium, c'est des réactions au niveau des transports des protéines dans la membrane cellulaire. Ouais. Donc, même par exemple, en eau douce, en Afrique, dans les endroits où il pleut beaucoup, ils sont obligés de rajouter du potassium dans les étangs parce que sinon les poissons crèvent. Il faut quand même un minimum de 1 ou 2 milligrammes de potassium dans l'eau douce pour les poissons. Ouais, c'est pour la pression osmotique, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Au niveau cellulaire, d'accord. C'est la fameuse pompe sodium-potassium, tu vois. D'accord. Alors là, il y a Carlos là, qui est vraiment un. Tu veux pas venir sur le live, Carlos, là, pour discuter un peu avec Alain? Là, attends, qu'est-ce qu'il me raconte? Putain, je vois plus rien, bordel, c'est pas beau de vieillir. La dismutation de l'iode en iodure et iodate est dépendante du pH et du redox. Oui, c'est lié à ça, mais c'est lié aussi au métabolisme, je dis, des algues rouges. C'est les algues rouges qui peuvent réutiliser les iodates et l'iodure pour faire de l'iode. En fait, ça empêche. Pourquoi ils font ça, les algues rouges? C'est justement pour lutter contre le stress oxydatif. Parce que l'iode I2, c'est la forme oxydée de l'iode. Donc, ils récupèrent les radicaux oxydants produits par la photosynthèse, sont récupérés par l'iodure et l'iodate pour faire de l'iode, qui est expulsé à l'extérieur pour expulser l'oxydation néfaste à l'algue rouge. Et du coup, ça augmente le redox de ta flotte. Ce que tu appelles l'algue rouge, c'est la cyano. Donc la cyano, c'est une algue rouge. C'est la cyano, c'est l'algue rouge qu'on a dans les bacs récifaux. Voilà. Maintenant, tu as les algues rouges en eau froide, qui sont des grandes algues, qui font la même chose. Le chondrus, c'est une algue rouge qui sert à faire des gélifiants, ou le kema, c'est une algue tropicale qui sert à faire des gélifiants, c'est une algue rouge, ça fait la même chose. Mais tu n'en as pas dans tes bacs, en principe, tu peux en avoir dans un refuge. Mais si tu as un refuge avec des algues rouges, si tu n'as pas de coralline, tu as envie que le cycle de l'iode se fasse bien, tu peux faire un refuge avec une algue rouge, n'importe laquelle. D'accord. Qu'on arrive à trouver, en général, c'est des algues rouges en buisson, ou il y en a une autre en grappe de raisin qui est assez sympa aussi. Ouais, genre, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Il y a quelqu'un qui a le disco, je ne sais pas trop quoi. Ça ressemble un peu à la Colerpa racémosa, un peu comme forme, mais c'est rouge. Ouais, ça fait un espèce de buisson, là, une touffe. Ouais. Et puis avec des petites boules fixées sur le long du truc.
Donc, toutes les algues rouges, de toute façon, recyclent le l'iode. Et fabriquent de l'iode, I2, pour lutter contre le stress oxydatif, justement. Donc, ce qui tombe bien, parce que nous, on en a besoin. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que quand on a des coraux rouges qui sont censés être rouges, mais qui ne sont pas rouges, en général, ça signe un manque d'iode. Non, le pigment rouge, c'est... Non, ça n'a pas de rapport. Ça, c'est... le pigment rouge, ça peut être un manque d'oligo-éléments aussi. Hein. Ça peut être un manque de... Je sais plus si ouais, mais l'iode, c'est bien un oligo, l'iode, non? Oui, mais il ne rentre pas dans la composition d'enzymes, il ne rentre pas dans la composition de chromoprotéines non plus. Parce que ce n'est pas un métal. Parce que moi, je vois, j'ai des flacons chez moi, la Phonacolor, tu connais les trucs des Phonamarins, là. Ouais. Et le truc rouge, il me semble bien que c'est l'iode et compagnie, quoi. Donc, c'est pour ça que non, mais on peut mettre du fluor aussi comme ça, des choses comme ça, mais c'est pas directement dans les enzymes. Comme c'est utile pour le métabolisme. De toute façon, le corail en a besoin. Donc, s'il n'est pas bien métaboliquement parent, il peut avoir des problèmes pour fabriquer certains pigments, mais ça ne rentre pas dans la composition des pigments eux-mêmes. C'est ce que je veux dire. D'accord. Mais l'iode, c'est quand même un. L'iode, c'est quand même. Utile dans le métabolisme, dans les réactions chimiques qui permettent aussi de fabriquer. Donc, c'est quand même utile. Ouais. Et il me semble que l'iode, c'est un excellent cicatrisant en cas de blessure du corail également, puisqu'on met de la bétadine souvent pour. Oui, de la bétadine, c'est de l'iode, hein, ça n'a pas de problème. C'est de l'iode, un truc organique, je ne sais plus le nom, c'est un nom un peu tordu. Là. Mais bon, il y en a qui mettent dans le bac aussi, mais ça marche. Hein, mais le problème, c'est quand même que dans la composition, la bétadine, j'ai vu qu'il y avait eu du phosphate. Alors, je ne sais pas à quelle dose, il faudrait se méfier quand même si t'en mets beaucoup. Mais par contre, c'est pas gênant. La bétadine, ce qu'on vend pour les bains de coraux, c'est de la bétadine. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Hein. Tu peux t'en servir pour traiter les coraux, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire le Coral RX et compagnie, c'est de la bétadine, quoi. Coral Eric, c'est autre chose. Coral Eric, c'est des huiles essentielles. Ah, c'est des huiles essentielles. D'ailleurs, à propos de huiles essentielles, là, j'avais pour les bénitiers, si vous avez des problèmes avec vos bénitiers, l'huile essentielle de citronnelle, ça fonctionne très bien, a priori. Oui, dans le Coral Eric, c'est un mélange. Ça se trouve, il y en a dans le Coral Eric, mais ils ne donnent pas leur formulation. Mais apparemment, c'est un mélange de 3 ou 4 huiles essentielles. Donc, il y a la citronnelle, mais il y a aussi le titri, par exemple. Tea comme tea en anglais, hein, et tree, c'est l'arbre à thé en fait, c'est une huile essentielle qui est aussi mauvaise pour plein de choses. Mais là, par contre, faut pas le tester parce que c'est un truc qui est quand même assez violent. Donc, je suis pas sûr que ça risque de flinguer des coraux. Mais il y a plein d'huiles essentielles, si tu veux, qui peuvent tuer des invertébrés. Mais après, il faut pas que ça tue les coraux non plus. C'est pour ça qu'on peut pas, faut faire gaffe à ce qu'on fait, quoi. D'accord. Donc, les mecs, ils ont fait le Coral, ils ont fait leurs études. Voilà, si on respecte la dose. Mais par contre, ces genres de produits, il ne faut pas mettre 3 fois la dose. Il ne faut pas rigoler. C'est des huiles essentielles à haute dose, c'est toxique, même pour nous. Hein. On peut utiliser pour nous, mais ça peut être dangereux, les huiles essentielles. D'accord. Pourquoi l'ICP Fonamarin préconise un peu de cuivre alors que les autres préconisent 0? Est-ce que tu le sais? Voilà, ouais, je ne sais pas trop, parce que moi, je ne vois pas trop le. Du cuivre, il y en a tellement partout. Si tu donnes des moules, des moules, des coques, tout ce qui est coquillage, ou même des crustacés à tes poissons, le cuivre, c'est ce qui sert à fabriquer le sang des invertébrés. Hein. Il y en a dans le sang des invertébrés. Donc, comme tout le monde nourrit avec des mysis, des crevettes et puis des artémias, j'imagine mal qu'on manque de cuivre, à moins qu'il soit dans. Parce que, par exemple, quand je faisais mes cultures d'algues, quand je faisais mes études d'océano, si tu fais des cultures d'algues à partir d'eau de mer naturelle, tu rajoutes du cuivre comme oligo-élément. Par contre, quand on faisait avec de l'eau de mer artificielle, on n'en rajoutait pas parce que c'est tellement courant que l'eau de mer artificielle avait forcément assez de cuivre pour les algues. Donc, pour ça que. D'accord. Bah non. Là, il y a Clément qui. Ouais. Peut-être parce que maintenant, quand on passe sur résine partout, on épure tellement tout que peut-être dans certains cas, on pourrait être obligé d'en mettre. C'est possible. Hein, mais... Voilà. Là, il y a Clément qui apporte une précision. Il dit il a entendu que c'était les quantités à avoir quand tu suis la méthode Fonamarin avec zéolite et tous leurs produits. Et du coup, tu peux en avoir un peu car c'est éliminé rapidement. Ah bah oui, la zéolite peut absorber en partie. Si c'est la zéolite, t'enlèves tout et tu remets tout le temps. Alors là, effectivement, si tu tout, effectivement, c'est possible dans ce cas-là. Mais le problème, c'est que c'est chiant parce que tu es obligé de rajouter. Moi, je trouve ça un peu compliqué, quoi. D'accord.
Non, si tu as envie d'avoir les coraux pastels, voilà, si les gens qui ont envie que ça ne gêne pas d'avoir cette discipline-là tous les jours, pourquoi pas? Moi, je ne suis pas non plus. Ouais. Un manque de coralline dans un bac, ça signe quoi comme problème, si problème? J'ai pas compris, là. Un manque de coralline? Un bac qui a très peu de coralline. Ça t'évoque quoi comme oui, problème? C'est ça, un manque de coralline. Ouais. Ah bah, ça peut être classiquement, c'est un bac avec pas de nitrate et puis beaucoup de lumière. D'accord. Dans ce cas-là, tu as des corallines, mais dans les zones à l'ombre. D'accord. Ou avec trop peu d'oligoéléments, parce que les corallines ont besoin, et trop peu d'iode, justement, parce que l'iode, ça sert à lutter contre le stress oxydatif. Donc, si tu manques d'iode, à la lumière, tu n'auras plus de corallines, tu les auras à l'ombre, par contre. D'accord. Donc, si tu fais un test ICP, tu n'as vraiment pas d'iode, bah là, c'est sûr qu'il faut en rajouter pour les corallines. Mais ça peut être aussi un bac oligotrophe en oligoéléments, parce que les corallines, comme elles sont soumises, elles supportent moins le stress oxydatif que les coraux. Et ben, elles ont besoin vraiment plus d'iode que des coraux à ce moment-là. Et puis, elles n'ont pas les coraux ont d'autres substances que l'iode pour lutter contre le stress oxydatif. Ok. On en a déjà parlé dans d'autres entretiens, d'ailleurs. Oui, c'est un bac trop pauvre, de toute façon. D'accord. Il faut que je mette tous les entretiens qu'on a fait ensemble. Aussi, hein, ça peut... Ouais, il faut que je mette tous les entretiens qu'on a fait ensemble sur la chaîne YouTube. On en a déjà parlé. Mais peux-tu nous rappeler comment tu définis un stress oxydatif, Alain? En fait, c'est la photosynthèse qui fabrique de l'oxygène et des radicaux libres oxydants, en fait. Et ça, quand il y en a trop, c'est dangereux pour le corail, pour tout. Et mais il en faut aussi du stress oxydatif. C'est ça qui est compliqué avec le stress oxydatif, c'est que c'est nécessaire, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop. D'accord. Donc, et quand il y en a trop, ça se manifeste par une nécrose des pointes, en principe, hein, il me semble. Ça peut être une nécrose, de toute façon, ça tue les tissus ou ça détruit, par exemple, des pigments. Donc, une décoloration, déjà, ça peut être dû avec un stress oxydatif aussi. Et puis, et ça perturbe les réactions chimiques du métabolisme, parce que le métabolisme, il doit se faire avec un équilibre d'oxydoréduction aussi, bien précis. Toi, dans la cellule, tu as un taux d'oxydoréduction pour tout ce qui est vivant, qui peut dépendre des organismes. Et il se trouve que les bactéries, par exemple, supportent moins le stress oxydatif que les organismes supérieurs. C'est pour ça qu'il faut un stress oxydatif. C'est ce qui nous permet, nous, de résister aux bactéries. En plus du système immunitaire, les bactéries aiment bien plutôt les milieux pas trop oxydants. Parce que beaucoup de bactéries... Donc, ça veut dire que si tu as un bac avec un redox hyper élevé, tu as un risque de stress oxydatif trop important? Si c'est vraiment très élevé, mais comme les coraux sont adaptés pour les coraux, il faut avoir un redox qui dépasse apparemment même les 600, ils supportent, tu vois, parce que les Allemands mettaient de l'ozone pour rester à 600. Alors, normalement, c'est mieux à 430. Par contre, si tu es trop bas, le problème, c'est que certaines réactions chimiques, comme ils sont adaptés à ça, du corail se font peut-être moins bien, mais c'est surtout que tu auras des développements de bactéries pathogènes du corail peut-être plus facilement. C'est ça aussi le problème. D'accord. Alors, mais c'est là, parce que ça agit au point de vue de plein de niveaux, le stress oxydatif. Et puis le potentiel redox, c'est toutes les réactions chimiques dépendent du potentiel redox. C'est assez compliqué. D'accord. Et toi, tu considères qu'un bac tourne bien avec quel potentiel redox? 400, 450? 400 à 450, normalement, ça va. Oui. Mais je te dis, mais par contre, après, en France, je ne sais pas, parce que normalement, la plupart des gens que j'ai vus qui avaient des beaux bacs, c'est ce qu'ils avaient. C'est autour des 400, 450. Ouais. Mais les Allemands, je te dis, j'ai vu chez Corallen Farm, lui, il montait à 600. Donc, il avait sûrement ses raisons. Hein. Ouais. Mais là, il y a qui a osé monter à 600 en France. Ouais, il y a Carlos. Il y a Carlos qui dit que c'est souvent dû au seuil d'inhibition photosynthétique dépassé. Oui, parce que effectivement, c'est lié à la photosynthèse, effectivement. Ouais. Donc, mais si la photosynthèse, mais je te dis, c'est ça qui est compliqué. C'est si ton redox est bas, c'est probablement que la photosynthèse se fait mal. Donc, si ça se fait mal, c'est qu'il manque quelque chose au corail pour qu'il puisse effectuer la photosynthèse. Mais ça peut être un manque de n'importe quoi, d'un oligoélément, parce qu'il faut quand même des protéines. D'accord, tu me dis ça, mais alors moi, je vais te dire, on en avait parlé. On remarque que le redox évolue en sens inverse du pH. On est d'accord. Plus il y a de photosynthèse, attends. Plus il y a de photosynthèse, plus le pH augmente. Et plus le redox descend.
Oui, mais c'est pas proportionnel. Ça agit très peu, ça bouge très peu avec le pH, le redox. Ça bouge, mais très peu. Il y a une formule. Ce qu'il faut mesurer, c'est le RH. Tu regardes sur Internet, Ouais, je correspondance. me rappelle, ouais. C'est 0,45, je sais plus quoi. Enfin, ça dépend un peu du pH. Mais quand tu gagnes 1 point de pH, ça double pas ton redox. C'est une petite variation. Moi, quand je gagne 1 point de C'est normal. pH, mon redox, il baisse de Oui, 30, bah, 40. Voilà. oui, voilà, quelques dizaines, on est d'accord. Mais ça va pas chuter le moitié, quoi. C'est ce que je veux dire. Donc D'accord. ça, c'est pour ça. Par contre, si tu calculais le RH, donc le RH, est, dans la formule, tu as le redox plus le pH. Là, théoriquement, tu ne devrais pas avoir cette variation. En Donc, tout cas, beaucoup plus. si tu fais le RH, normalement, tu as une ligne droite, quoi. Bon, pas forcément droite, parce que entre le début de Ouais, la bon, journée et la enfin, fin de journée, mais voilà, mais beaucoup moins important, quoi. avec des variations très faibles. Je sais plus, Oui, voilà. c'est redox plus pH divisé par 2 multiplié par je sais pas quoi, là. Oui, bah, je me rappelle plus de la formule, mais bon, c'est un truc de ce Ouais, genre-là. tu te rappelles plus de la formule? Putain, tu me Bon, non, déçois, parce là. que T'as bon, vieilli, je hein. m'en sers. Moi, je Ouais, m'en sers pas. Voilà, ouais, après, ouais, c'est non, mais toujours t'as pareil. vieilli, là. T'as vieilli, t'as vieilli. Et puis moi, mais de toute façon, tu sais que j'ai pas tant de mémoire que ça. Donc en fait, Non, 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 je me non, non, t'as souviens pas, de. non, non. Non, 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 d'ailleurs, là, si, si. Moi, par contre, devant ton téléphone, t'as des notes et t'es en train de dire ce que tu nous racontes. Ouais, t'as pas de je me mémoire. souviens des bases et je sais. C'est-à-dire que quand quelque chose, je sais comment le retrouver, je m'enquiquine pas de le retenir par cœur parce que je sais exactement comment le retrouver, donc je m'en fous. Attends. Comment explique-t-on pourquoi trouve-t-on de plus en plus de bacs avec un trop de barium? D'où vient le barium? Comment l'éliminer? Alors moi j'ai la réponse. Comment l'éliminer? Il faut mettre des Montipora digitata. Ça bouffe le barium. Ça bouffe le Regardez les barium. entretiens avec Vincent Chalias. Les Bah, le digitata, barium, ça bouffe le barium. Et pourquoi on a du barium alors? Raconte. barium, ça peut venir, il paraît, de certaines résines antiphosphates à base de fer. C'est le mec de Triton qui avait dit ça. C'est pour ça que lui prenait du Robaphos, qu'il n'en avait pas, lui. Mais il disait Hum, que certaines résines à base de fer peuvent relarguer du barium. hum, d'accord. Ok. Il y a Carlos Alors qui après, ça demande. peut être aussi l'eau du robinet si on n'a pas une bonne résine. Et pour ça, encore une Ouais. fois, l'eau du rosé, c'est super Hum. important. La Pourquoi résine. est-ce que tu peux nous redire pourquoi, c'est une question de Carlos, là, pourquoi le redox baisse énormément quand on fait un changement d'eau? Moi, je sais que quand je fais un changement d'eau, ce qui m'arrive tous les 6 mois, maintenant même presque tous les 8 mois, je dirais bientôt ça va être une fois par an. euh, Pourquoi le redox baisse beaucoup quand on fait un changement d'eau? Parce que dans le sel, tu n'as que des sels minéraux. Donc, chaque sel a un potentiel d'oxydoréduction. Donc, le fait de mélanger les sels, ça te donne un redox. Mais dans l'eau vivante, il y a des bactéries qui agissent sur ces réactions, qui modifient la proportion de la forme réduite ou oxydée des minéraux. Et du coup, ça fait remonter ton redox. Mais il se trouve que le mélange minéral de sel, il a un redox plus bas que l'eau de mer vivante. C'est juste la différence, c'est l'activité bactérienne qui va modifier le redox, en fait. Donc, dans l'eau synthétique, il n'y a pas cette activité bactérienne. Et l'eau de mer se retrouve avec un redox est plus bas parce que le mélange ce redox, il dépend juste de la composition minérale de l'eau de mer sans qu'il y ait intervention du vivant pour modifier ça. Moi, j'ai remarqué, je faisais mes changements à l'Aquavitro. De mémoire, j'avais une baisse de redox de moitié pratiquement. C'est-à-dire que je passais de 460 à 280. Et ça mettait une semaine pour remonter. Le dernier changement que j'ai fait, je l'ai fait avec le sel tropique marin. Et là, j'ai eu une très très faible baisse de redox et il est Oui, mais remonté parce que à ce dans la moment-là, journée. Pourquoi? oui, parce que les sels sont pas forcément les mêmes. Et si le mec est un peu malin, si tu veux que ton redox soit plus élevé, il suffit que tu mettes de l'iode dans ton sel sous forme d'iode I2. Et du coup, l'iode faisant monter le redox, quand tu vas le dissoudre, tu auras un redox élevé. Donc tu peux rajouter un truc oxydant dans la flotte, dans ton mélange de sel, calculé justement pour avoir un redox élevé dès le départ. Parce que juste, c'est sûrement calculé. Alors, j'en sais, c'est une hypothèse, j'en sais rien, je sais pas, ils vont pas me le dire. Mais ce serait un truc facile à faire pour pas avoir de baisse de redox, c'est de rajouter, par exemple, de l'iode sous forme I2 qui va te monter ton redox. Il y a peut-être d'autres substances qui font monter le redox, après qu'ils mettent dedans. Bon, ils vont pas mettre de l'eau de javel non plus, je pense. Donc, Non.
Donc, à la limite, un mec qui a des baisses importantes de redox avec son changement d'eau, il peut rajouter quelques gouttes d'iode, de bétadine, je ne sais pas quoi, dans Voilà, dans à ce l'eau. moment-là, tu rajoutes de l'iode au moment où tu fais ton sel, et puis pour remonter avec ton redoxmètre, tu mets 2-3 gouttes, tu vas voir, ça remonte très vite. Hein. C'est instantané. Donc, si tu veux éviter la baisse de redox, effectivement, tu rajoutes juste de l'iode une fois que ton eau de mer est faite et on n'en parle plus. D'accord. Pour éviter. Et de l'iode I2, pas du iodure. L'iodure, ça ne servira à rien. De l'iode I2. Donc, du Lugol, en fait. Du Lugol, ouais, voilà. Pour éviter la chute de redox très importante lors du changement d'eau. D'accord. D'accord. Donc là, il y a Frédéric qui dit en gros un changement d'eau, c'est-à-dire que tu fais 40 litres, tu mets quoi, 1 ou 2 gouttes de Lugol ou tu fais quoi? Oui, c'est ça. En principe, je crois que si tu l'achètes dans le commerce, c'est dosé, ou le Lugol, je crois que c'est dosé pour 1 goutte pour 100 litres. Donc, enfin, tu peux en mettre plus si c'est pas suffisant pour faire monter le redox. Tu fais l'essai, c'est tout. Tu mets d'abord 1 goutte dans l'eau, tu regardes au bout de 3 minutes après avoir mélangé, et puis tu fais ton calcul une fois dans 10 litres, et puis après, tu sais qu'il faut rajouter 1 goutte tous les 10 ou 20 litres ou 40 litres, j'en sais rien de ta faute, pour remonter un redox. D'accord. Prenez des notes, parce qu'il dit des choses intéressantes, Alain. Il est très vieux et il se rappelle plus de tout, mais il dit des trucs intéressants. Prenez des notes. Le détox triton. Comme tous les vieux, on se rappelle des trucs anciens. On se rappelle plus de ce qui s'est passé la veille. Voilà, exactement. Nostalgie. Comme mes connaissances datent de quelques années, maintenant, celle-là, ça va. Là, putain, on n'en parle pas, putain, on était jeunes et beaux. Hein. Enfin, beau, ouais. Le détox triton, c'est bien à faire pour un bac de 8 ans. Tu connais le détox triton, là, l'acide, machin chose. Moi, je dirais qu'il est à faire s'il y a une surcharge en métaux. Quoi. Je veux dire, oui, c'est ça. Il faut d'abord faire un test avant de décider si tu l'emploies. Voilà. Si tu n'as rien dans ton test, tu n'as pas de raison de l'employer. Tu n'as pas raison d'employer du détox si tu n'as que dalle. Hein, je veux dire, oui, c'est ça. Ouais. Et si tu as quelque chose, le détox, ça ne suffira pas forcément, parce que si tu as un vieux bac, le problème vient peut-être que tu as des sédiments accumulés dans un coin où tu n'as pas accès. Et le problème, c'est qu'il faudrait virer les sédiments dans ces coins-là. Donc, c'est pour ça que c'est super important d'avoir des pompes pour ne pas avoir d'accumulation de merde derrière le décor. Ouais. Là, il y a. C'est qui, là, qui me demande un truc? Frédéric Sassolas. Différence entre iode et iodine. Ah, comme ça, c'est de l'anglais, ça. Iodade, c'est iodure, et iodine, c'est vraiment l'iode, je crois. Bon, sous réserve, on regarde dans le dictionnaire, mais c'est la forme de diode, en fait. Soit l'iode moléculaire I2, soit l'iodure. D'accord. Putain, c'est toujours un plaisir de parler avec toi, là. Tu sais quoi? Franchement, c'est toujours un plaisir. J'ai toujours une bonne réponse pour faire de la politique, c'est ça? Non, mais des fois, tu me fous mal au crâne, mais c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Tu es passionnant comme mec. Tu es vraiment passionnant. Donc, les métaux, on a vu à peu près, on a fait le tour. Les oligos, on a fait à peu près le tour. Là, il y a Slim. Tu connais Slim? Ouais, Slim. Bah, évidemment. Tu connais Slim. Il n'y en a qu'un. Évidemment. Qui ne connaît pas Slim, hein? Qui a fait un post qu'il a posté demandant les signes qui pourraient alerter le récifaliste sur une mauvaise santé de ses animaux. C'est-à-dire, il mettait par exemple coraux pastel, manque de nutriments, coraux marron, trop de métaux, coraux machin. Voilà. Donc, pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Les polypes, la couleur, la pousse par exemple, les polypes, j'ai remarqué que c'était un peu lié au redox. C'est-à-dire que les redox bas, les polypes avaient du mal à sortir en moyenne. T'es perdu. Hein. Je disais que en cas de redox un peu bas, j'ai remarqué que c'est là où les polypes des accros, en tout cas, avaient du mal à sortir. D'accord. Donc ça, c'est ça, les polypes, ça peut être un indice que le redox est bas. D'accord. Et donc une mauvaise santé générale du bac. Donc il manque quelque chose. Donc là, il faut. Mais je te dis, maintenant, c'est ça l'avantage. Maintenant qu'il y a des tests Triton, c'est pour ça que c'est intéressant. Quand tu trouves un truc bizarre par rapport à d'habitude, il faut faire un test Triton, parce que c'est plus simple, parce qu'il y a tellement de choses que ça permet d'arriver plus vite, de trouver plus vite le résultat de ce qui peut marcher, d'éliminer en tout cas des trucs qui n'ont pas causé le problème, parce que sinon, si tu fais à l'aveugle, tu vas rajouter un truc, alors en fait, il n'y avait pas besoin. C'est pour ça que ça a tout changé c'est les tests Triton, parce que c'est pour ça qu'à l'époque, quand il n'y avait pas tout ça, c'est pour ça qu'il y avait des gens
qui maîtrisaient quand même pas mal le truc, mais tu vois, en général, tous les 3, 4, 5 ans, ils crachaient leur bac. Parce qu'on n'avait pas de test, donc pourtant, ils avaient l'impression de faire la même chose, mais même en faisant la même chose, tu avais une accumulation qui ne détectait pas, et puis ça foutait la merde. Maintenant, depuis qu'il y a les tests Riton, moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de gens qui ont des beaux bacs, parce que peut-être on en sait plus aussi, mais quand même, c'est quand même aussi grâce à ça. Et moi, je pense que ce qui a tout changé. Un mec qui fait des tests Riton, il ne crache pas son bac normalement. Moi, je pense que ce qui a tout changé, c'est les algues. Les algues. Autant dans un. Et ce qui a tout changé, je veux dire en premier ce que c'est. En premier, c'est depuis qu'on a mis des résines en sortie d'osmosée. Hein. Ouais. Parce que moi, je me rappelle, les premières vidéos que j'avais fait avec Dominique, on avait fait des numéros sur les oligaments. Donc, on parle Dominique, on parle de Dominique Payet, Dompaille et les OPTR que vous pouvez regarder en location. Enfin, je crois que ça marche encore. Sur Vimeo, vous les avez en location, les OPTR. Et de temps en temps, vous pouvez vous louer un OPTR pour regarder le bac de je ne sais qui. Voilà. Et Alain, notamment. Et à l'époque, on avait fait, je me rappelle, on avait fait, je sais plus, 1 ou 2 numéros sur les oligo-éléments. Et moi, j'avais dit que quand on me disait toujours rajouter des oligo-éléments, je dis attention, dans l'eau de mer, il y en a très peu, donc rajouter. Déjà à l'époque, je me douté que c'était pas bon de rajouter trop de trucs. C'était plus. Alors, je crois que j'avais dit carrément que il y avait plus de risque de merder en mettant trop d'oligo-éléments par manque. Et après, ça a été prouvé dès qu'il y a eu les tests ICP, là, il n'y a pas eu photo. On s'est bien rendu compte de ça parce que là, on avait chaque oligo-élément. Et donc c'est pour ça qu'à l'époque, je me rappelle, on disait que c'était pas bon de faire trop de changements d'eau. Parce que quand on n'avait pas les résines, chaque changement d'eau, ça mettait trop d'oligo-éléments dans l'eau du robinet dans l'eau osmosée qui était pourrie. Donc, dans ce cas-là, effectivement, il ne fallait pas trop faire changement d'eau. Mais quand on a mis les résines, après, les gens ils changeaient 10-20% d'eau, il ne se passait rien parce que l'eau osmosée était vraiment nickel. Donc, c'est pour ça que dès qu'on a commencé à mettre des résines en sortie d'eau osmosée, qu'on a fait gaffe à ça, des gens étaient beaucoup moins emmerdés. Ouais, moi, je pense que les algues, c'est très important. C'est ce que je disais là tout à l'heure. Autant sous forme de refuge que de réacteurs à Kaeto, que de scrubber, que de machin. Je pense que les algues, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça va capter le surplus. Oui, c'est ce que j'allais te dire, effectivement. Je veux dire, si les algues ne poussent pas, c'est qu'il n'y a pas de surplus. Et que le truc va bien. Si les algues poussent, c'est qu'il y a trop de machin, trop de trucs, trop de... Donc, c'est aussi un bon indicateur. C'est pour ça qu'un refuge, en général, c'est bon parce que tu as effectivement l'algue que tu peux avoir dedans et en plus, tu as l'état de la microfaune que tu as dans ton refuge. Normalement, ça va être plus concentré. Donc, si tes algues poussent bien, et même si tu n'as pas de nitrate, mais qu'elles poussent bien, ça veut dire qu'il ne manque pas de nitrate au bout du compte, c'est que tu as un flux suffisant. Parce qu'évidemment, quand tu as des nitrates, que tu as le test dit qu'il y a des nitrates, tu le sais que tu as trop de nitrate, tu n'as pas besoin des algues pour ça. Mais quand tu as zéro nitrate, tu risques d'en manquer. Et si tes algues poussent avec zéro nitrate, ça veut dire qu'en fait, il n'en manque pas. C'est que tous les jours, tu as un flux suffisant pour nourrir ton bac. Exactement. Et ça, moi, j'encourage tous les gens qui regardent. Bon, là, il y a quand même pas mal de gens qui regardent et qui regardent en réalité. Si tu as un truc en trop, effectivement, ça va absorber. À mettre un système avec des algues. Que ce soit un réacteur à Kaito, que ce soit un scrubber, que ce soit un refuge, si vous avez la possibilité, foutez des algues. Pour moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Alain, moi, j'ai mis un scrubber. J'ai eu le réacteur à Kaito Pacific Sun. Pour l'instant, je ne l'ai pas remis, il est à la cave. J'ai un scrubber. Et moi, ma conviction, c'est que les algues inférieures qui poussent dans le scrubber sont vachement plus efficaces que la Kaito et compagnie. Je trouve que les algues inférieures, c'est des bouffeuses de trucs en trop fabuleuses. Ah non, mais c'est vrai parce que c'est des micro-algues, c'est que la surface de contact par rapport à l'extérieur est beaucoup plus grande. Donc, biochimiquement, c'est plus réactif parce que c'est un micro-organisme tout simplement. Donc, une micro-algue, comme par rapport à 100 grammes de micro-algues, ça a une surface de plusieurs hectares de contact avec l'extérieur. Donc, ça agit beaucoup plus vite. D'ailleurs, à propos de ça, si vous regardez le site Santa Monica, le mec qui a fait les premiers scrubbers, là, le californien, vous regardez les trucs qu'il fait, la superficie du tamis n'est pas déterminée en fonction du volume du bac, mais c'est déterminé en nombre de cubes qu'on donne à bouffer aux poissons. Parce que ces algues ont vraiment… les trucs qui poussent sur les tamis, c'est vraiment des trucs mais hyper efficaces. Ah, mais ça,
Et ce que je dis souvent, c'est que c'est ça qui compte, c'est le nombre de cubes. C'est ça qui, justement, ce qui est important, c'est calculer les flux. Les flux d'oligo-éléments, de nitrate, phosphate, c'est lié à la quantité de bouffe que tu donnes tous les jours. Donc, le meilleur moyen d'estimer un flux, c'est justement de calculer, de faire attention à la quantité de bouffe que tu mets dans le bac. Voilà, et c'est pour ça que Santa Monica calcule la dimension de cet ami en fonction de la quantité de bouffe distribuée et non en fonction du volume du bac. Puisque tu vas retirer des nitrates en fonction de la quantité de bouffe, bah c'est ça, ça va déterminer les algues qui sont nécessaires à enlever ces nitrates, qui sont liés effectivement. Bah ça, ils ont bien parce que ils font ça parce qu'ils sont pas cons, ils calculent les flux justement. Voilà. Et oui, autre chose à propos des algues. Je vais te dire autre chose à propos des algues, c'est un truc tout con, mais quand non, on fait, tu dis jamais de trucs tout con. Tu dis jamais de trucs tout con. Vas-y. En labo, on fait aussi des cultures de axénix en microbes d'algues. Ouais. Et ben justement, quand on fait des cultures axéniques, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que là, on est obligé de rajouter un tas de vitamines, parce que les bactéries qu'il y a sur les algues, elles fabriquent aussi des vitamines en partie. Donc, quand tu as des cultures de microalgues ou de scrubber, comme tu dis, là, ça libère aussi des micro-traces de vitamines, si ça se trouve, qui sont utiles au bac, quand on sait rien, tu vois, c'est très compliqué tout ça. Enfin, moi j'ai mis... donc, je te dis, j'ai eu le truc... Ou ça peut larguer des oligoéléments sous forme organique aussi, pourquoi pas, s'il y en a trop. Franchement, moi, le scrubber, je trouve que c'est un outil fabuleux. Ça prend pas de place et c'est vraiment fabuleux comme truc. Alors vraiment génial. Voilà. Quand on n'a pas la place de foutre un refuge. Alors, attends, non, mais je regardais les questions. Toi, il y a une autre comparaison qu'on peut faire. C'est que ton scrubber, par exemple, ça peut être, par exemple, l'équivalent du microbiote intestinal pour nous, tu vois. On n'en sait rien. Tout ça, c'est bon. Dès que tu as des compartiments écologiques en plus, diversifier, ça peut être que bon. Et donc là, moi, j'avais discuté avec Vincent Chalias pour la méthode Triton. Je lui avais posé la question. Je lui ai dit, est-ce qu'un scrubber, c'est suffisant pour passer en méthode Triton? Il m'avait répondu oui. Voilà. Pour les gens qui voudraient passer en Triton, qui n'ont pas la place de foutre un refuge. Oui, parce que pour une raison très simple, c'est que le principe du scrubber, c'est que même si tu n'as pas une quantité en masse énorme d'algues, comme chimiquement c'est très réactif, parce que vu le débit qui passe dessus, tu as des milliers de litres qui passent par jour dessus. Donc c'est ça, donc c'est un là, réacteur. Le scrubber que j'ai, c'est une petite pompe qui doit faire 300 litres/heure. Donc 300 litres/heure, la journée, ça fait grosso, ça fait 6000 litres par jour. Quoi, voilà. Eh ben oui, 6000 litres par jour, ça commence à faire quand même. Donc, et comme chimiquement, ça a une grande surface de contact, ça fait un potentiel de réaction chimique important à cause du débit qui passe dessus. Ouais. Alors, attends, je vais lire un petit peu ce qu'il raconte. Alors, les algues, là, il y a Clément qui demande, les algues enlèvent-elles réellement tous les polluants, ça enlève tous les métaux, par exemple? Si tu as assez d'algues, oui, tout, ça dépend de la quantité. Si tu nourris raisonnablement, il n'y en a pas tant que ça des métaux, donc a priori, il n'y a pas de raison, oui. Enfin, là, moi, pour vous donner, je parle de mon expérience. Si tu as 1000 fois trop d'oligo-éléments, là, il faudra trop d'algues, tu n'auras peut-être probablement pas assez. Mais pour enlever quelques microgrammes, on peut se dire que quelques centaines de grammes d'algues, ça suffit, effectivement. Et surtout que les algues, elles peuvent accumuler les oligo-éléments. Donc, voilà. Mais par contre, de temps en temps, quand ça pousse trop, il faut les tailler, quoi, pour en enlever. Faut pas les laisser. D'ailleurs, le week-end dernier, j'ai nettoyé mon scrubber et le titre du post, c'était exportation des métaux, NO3, PO4. Quand tu enlèves les algues, tu enlèves les trucs qui ont été supprimés. Voilà. Tu enlèves tout ce qui en trouve, qu'à ça a absorbé, nitrate, phosphate et oligo-éléments, bien sûr. Voilà, on est d'accord. Moi, je reviens là sur le scrubber. Pourquoi? Peut-être que je me fais des idées, hein. Mais j'avais fait un triton je fais des tritons tous les 2 mois, voilà, tous les mois et demi, tous les 2 mois. J'avais un peu de cuivre, un peu d'alu, un peu de machin. Et j'avais remis le scrubber, mais il n'y a pas très longtemps avant. Et là, maintenant, le scrubber est vraiment, il tourne à plein régime. Et le triton que j'ai fait il y a 15 jours, je suis à 0 partout. Oui, mais ça, je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que les algues, comme elles ont besoin d'oligo-éléments et que dans la mer, il y en a très peu, elles ont des chélateurs spéciaux qui sont capables de retirer des oligo-éléments en dessous de 0,1 ou de 0,1 même microgramme. Alors que si tu mets une résine, même du cupressor, par exemple, qui tire le cupressor, il va t'enlever le cuivre jusqu'à peut-être 2-3 microgrammes de cuivre. En dessous, il ne pourra pas. Alors que l'algue, grâce à ces chélateurs, on appelle ça des illiciteurs, ils arrivent à spécifiques, ils sont beaucoup plus spécifiques, ils vont te retirer à des doses en dessous du 10e de microgramme. Ah non, mais franchement, c'est fabuleux.
Bon, c'est vrai que des algues filamenteuses, jaunes, vertes, machin, c'est peut-être pas aussi joli que de la Caeto. Mais alors, putain, qu'est-ce que j'adore nettoyer mon scrubber. J'adore ça. Alors, attends. Tac, tac, tac. Donc, ils enlèvent les polluants. Il y avait une question scrubber et refuge en même temps, c'est bien. Bah, le refuge, c'est différent. C'est-à-dire que le refuge, l'avantage, c'est que ça te permet aussi de garder de la microfaune, genre copépote, des trucs comme ça, quoi, voilà. Bah, j'en ai même dans le scrubber. Je sais pas comment il a fait. J'avais un verre de feu dans le scrubber. Je sais pas d'où il vient. Je sais pas comment il a fait. Ça peut remonter dans une bah heure. Non, parce que la pompe est minuscule. C'est une grille. Oui, je sais pas d'où il sort ce truc. Je sais pas. Les vers, des fois, ils peuvent se reproduire. Donc la larve, quand elle se métamorphose, elle fait 1 ou 2 millimètres, elle peut passer à travers la pompe. Hein. D'accord. Là, il y a une question qui n'a pas de rapport avec les algues de Corentin. C'est quoi la bonne température pour avoir une bonne pousse d'accro? Bah, alors, le problème, c'est que pour la pousse, pour la calcification, plus c'est chaud, plus ça va vite. Alors que si tu es à 26, 27, 28, ça poussera plus vite. Mais pour la partie vivante du corail, ça peut être gênant si tu as trop de lumière. Si tout est tip-top. Moi, je dirais, faut quand même mieux éviter plus que 26. Je trouve qu'après, c'est. D'accord. Mais en théorie, si tout est bien, tu pousses à 28, que les coraux supportent 28, la calcification sera plus rapide. Donc, si tu fais la course, tu veux faire des boutures et que ça pousse vite pour l'histoire de pognon, machin, d'accord. Mais effectivement, plus bas, ça poussera moins vite. Si tu es tout le temps à 23, 24, ça marchera, mais ça poussera moins vite que si tu es à 26. Après, au-dessus de 26, je trouve que ça devient risqué. Quoi. Donc, là, moi, je suis à 22,5, 23, ça pousse doucement, tranquillement, je ne suis pas emmerdé. Oui, si tu n'es pas pressé. Parce que par contre, l'avantage d'être à 22, 23, c'est que c'est mieux pour les LPS ou par exemple des blastomusa ou des. Comment ça s'appelle, les trucs qui ressemblent à Cantastrea. L'optimum, je crois que c'est une vingtaine de degrés hein, dans la nature. Ça vit assez en profondeur. Donc, puis c'est le sud de l'Australie. Beaucoup, il paraît que le blastomusa, en fait, il pousserait mieux presque à 18-20 qu'à 24. Hein. Bah, on en a discuté avec Vincent, hein, d'ailleurs, il y a, sur des entretiens. Et parfois, des coraux, il y a des récifs, ils sont à 21, 22 et ils sont merveilleux. Hein, je veux dire, ah oui, et là, il fait pas 25 degrés. Peut-être en été, mais autrement, en hiver, ça m'étonnerait. De toute façon, voilà. En Indo, je crois, il faudrait demander à Vincent, il sait mieux que moi. Hein. Mais je crois qu'en Indo, ça peut descendre à 21 degrés, la température de la flotte. Hein. Ouais, mais surtout en Australie, hein, je crois, il me semble. Mais bon. Le sud de l'Australie, oui, parce que c'est voilà, la Nouvelle-Zélande, c'est plutôt froid. Donc le sud de l'Australie, c'est pas très chaud. Hein. L'endroit où il y a des requins, il fait 18 degrés. Il y a des ormeaux, justement, à cause de ça. Des gros ormeaux, ce qui fait relativement frais. D'accord. Et je crois que le truc tout compte, c'est les sea dragons, là, les espèces d'hippocampes géants. Là, ça vit à 18 degrés. Hein. C'est au sud de l'Australie. Ouais. Là, il y a Clément qui dit les algues, ça retire vraiment. Ça enlève l'aluminium, le zinc, le chrome, etc. Oui, parce que pour détecter la pollution, on fait des analyses d'algues et puis de mollusques. C'est les deux trucs qu'on analyse pour savoir s'il y a des pollutions. C'est les algues qu'on récolte et puis les moules, les huîtres, les trucs comme ça qui absorbent aussi Mais une huître, ça pourrait absorber aussi les oligoéléments, justement. Donc, enfin, les gens qui essayent d'acclimater des calmons, par exemple, le papillon, là, on les acclimate avec des huîtres. Donc, en donnant des huîtres à bouffer aux calmons, ils rajoutent des métaux lourds dans leur bac. Oui, mais sauf que nous, théoriquement, les huîtres, on ne les cultive pas. S'il y a trop de métaux lourds, c'est impropre à la consommation. Théoriquement, celles qu'on vend pour les bouffer, en théorie, ils les élèvent pas dans des endroits pollués. D'accord. Ouais. Mon fils ça en rajoutera quand même, mais pas théoriquement pas des doses. À propos de ça, là, mon fils avait fait une étude quand il était au Chili. Il y a des mines de cuivre au Chili qui sont le long de la côte. Et donc, ça a vachement pollué la mer. Et il dépollue par des cultures d'algues, des grandes algues. Là, oui, bien sûr. Là, c'est comment ça s'appelle ces algues des espèces de laminaires. Là. Oui, c'est le kelp, c'est les laminaires géantes, mais c'est le kelp, ça va en anglais. Mais le nom, c'est macrocystis, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et donc, ils enlèvent le cuivre qui est dans la mer lié à ces mines avec des algues. Donc, ils cultivent des algues pour dépolluer. Donc, parce que justement, je te dis, les algues ont des chélateurs minéraux, des chélateurs pour fixer tout ce qui est métaux, en fait, les bons et les mauvais. D'accord. Après, puis les végétaux, justement, ils ont des vacuoles. Dans nos cellules, nous, on n'a pas de vacuoles, les animaux.
Et les vacuoles dans les plantes, c'est justement pour accumuler dans les vacuoles tous les trucs qui seraient toxiques pour la cellule. D'accord. C'est pour ça qu'il y a des plantes qui vivent dans les endroits très pourris, parce que les métaux, les saloperies qui récupèrent à travers les racines, c'est accumulé dans leurs vacuoles. Par contre, quand toi, tu bouffes la plante, tu bouffes ce qu'il y a dans les vacuoles, ça peut c'est pas terrible. D'accord. Attends. Yannick, il dit, je suis pas dispo, je regardais en replay. Bah, t'as bien raison, Yannick. Hein. T'as bien raison. Ouais. Il faudra regarder. Ah merde, j'ai oublié d'enregistrer. Putain, quel con. Merde, tant pis. Bah, sur YouTube, ça sera peut-être pas une définition fabuleuse. J'ai oublié de foutre l'enregistrement. À ton avis, les filamenteuses, ça a quelle capacité d'absorption? C'est-à-dire, moi, mon scrubber, il fait quoi? Le tamis, il fait 20 par 20. J'enlève 1 centimètre d'algue. Est-ce que je retire combien de trucs? T'as une idée de ça, toi? Oh bah non, mais c'est quelques grammes. De toute façon, si tu veux le savoir, tu prends un airline meilleur gradué, tu regardes le volume d'eau déplacé où tu les pèses. Alors, tu verras le poids d'eau avec, mais tu pèses dans une balance, tout simplement. Mais tu as quand même je pense, quelques dizaines de grammes sans problème. Quoi. Et ça enlève quelques milligrammes de métaux et compagnie. Ben oui, parce que nous, ce qu'on enlève, c'est des microgrammes par litre. Donc même si tu as 1000 litres, ça veut dire pour 1000 litres, c'est 1 milligramme. Bon, bah, 1 milligramme dans 100 grammes d'algue, tu dois les avoir, hein, sans problème. Hein. Ah ouais, maintenant, il y a David qui demande si l'algue meurt, là, mes filamenteuses dans mon scrubber, si elles crèvent parce que j'ai oublié de rebrancher la pompe ou une connerie comme ça, est-ce qu'elle relargue? Est-ce qu'elle relargue? Elle relargue? Une partie, en tout cas. Elle relargue si tu l'enlèves tout de suite avant qu'elle se décompose, ça va. Si tu laisses se décomposer, bah, ça repart dans le cycle, hein, ça c'est sûr. D'accord. Donc si elle meurt, tu t'en aperçois rapidement avant que ce soit complètement dégradé, t'as le temps, ça va pas tout se redissoudre directement. Non, mais d'accord, ça confirme. C'est ce qui m'est arrivé, ouais. J'avais oublié de rebrancher la pompe et j'avais eu une montée. Donc il faut enlever tout de suite ce qui est mort avant que ça pourrisse le bac. Ouais, non, mais ça m'était arrivé. Ouais. J'avais oublié de rebrancher la pompe, donc ça cuisait avec les LED. C'était des algues cuites. Voilà, c'était. Est-ce qu'il attend? Alors, est-ce qu'on a des recommencés? C'est pas grave. On reprend dès le début, Alain, parce que j'ai oublié d'enregistrer, ça t'embête pas? On fait un retour arrière. Hein? Rappeler, c'est tout. Mais... Attends, je regarde s'il y a d'autres questions. Ouais, attends, je vais essayer de voir le post de Slim, là. Il a fait le post, il l'a mis sur le récif. Alors, je vais te le lire, Alain, d'accord? Si je le trouve. Eh ben merde, ça ne veut pas défiler mon truc. T'es là, là? Ouais, je suis toujours là. Ouais, j'essaie de retrouver le... Ben, j'arrive pas à défiler. Merde, il est où? Alors, je vais regarder sur le téléphone. Eric, tu pourras me remettre le lien sur Scrubber. Ouais, ça fera juste la 15e fois que je le mets, mais bon, c'est pas grave. Je le remettrai. Alors, le truc de Slim. Il est où son... Voilà. J'aimerais lancer un sujet sur les signes précurseurs qui nous permettent de comprendre nos bacs. Signes qui sont ancrés en nous et en moi depuis 30 ans. Putain, il est vieux, Slim. Mais dont je ne suis plus aussi sûr aujourd'hui. À savoir, tu me dis si tu es d'accord, Alain. D'accord? Coraux marron égale trop de nutriments ou pas assez de lumière? Oui, probablement, oui. On est d'accord. Coraux pastel, bac trop pauvre et pas assez de nutriments. Alors, trop pauvre parce qu'il y a 0 nitrate de chez 0, ou trop pauvre parce que s'il y a des nitrates, c'est trop pauvre parce qu'il y a 0 de chez 0 en oligoéléments. Ouais. En tout cas, c'est une carence. Ouais. C'est une carence. Ça peut être trop de lumière. Hein? Ou associé avec trop de lumière. D'accord. S'ils sont marron clair, s'ils sont marron foncé, il n'y a pas trop de lumière. Si c'est marron très clair, c'est qu'en plus, il manque, il y a ni nitrate ni oligoéléments, carrément. D'accord. Coraux qui verdissent, trop de fer. Ouais, ça va. T'es d'accord? Ouais, c'est ce qu'il se dit en tout cas. Ouais. Coraux translucides, trop de lumière. Oui, quand ça pâlit en général, quoi. Là, quand tu perds les pigments, mais
Ça peut être trop de lumière avec pas assez, avec trop oligotrophe en même temps. Ça peut être les deux en même temps. Les deux en même temps. Mais si tu as vraiment beaucoup de lumière, même avec des oligoéléments, un peu de nitrate, ça peut suffire à cramer tes coraux, oui. Parce que mais à ce moment-là, c'est que le corail blanchit carrément. Mais c'est différent entre si les pastels, marron pastel, il y a encore des oxantelles. Là, c'est trop peu de nutriments, que ce soit de nitrate ou oligoéléments. Par contre, si carrément ça blanchit, bah là, c'est trop de lumière carrément. Ça veut dire qu'il a. Donc, l'expulsion des oxantelles est en principe. Ou trop de température, où il y a eu un coup de chaud, ou coup de chaud et trop de température et trop d'éclairage en même temps. Voilà, comme dans la. C'est ça les deux causes principales d'expulsion des oxantelles. La lumière et la température. Toi, si tu as trop de lumière, tu le verras parce que souvent, tu as la zone qui est exposée à la lumière qui va blanchir en premier, ou soit la pointe, soit la tige, si la lumière vient de là. La tige qui reçoit la lumière directement sera blanche avant que l'autre partie en lumière indirecte ou le dessous soit blanc. Donc là, c'est un signe qui alerte. Avant que ça blanchisse en une seule fois, pour que tout blanchisse d'un coup, il faut en même temps qu'il y ait trop de température, à mon avis. S'il y a trop de lumière, le dessous du corail restera marron, mais c'est le dessus qui va commencer à blanchir. D'abord les pointes et puis après le dessus, la partie la plus éclairée. D'accord. Après, il y avait coraux sombres. Les LPS qui vont blanchir avant les SPS, tu vois. Les quoi? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui va blanchir? Comme les LPS supportent moins la lumière, si tu as trop de lumière, probablement que si tu as des LPS, ils vont blanchir avant les SPS. C'est-à-dire un Velso qui est multicolore et bien blanc. Par exemple, il va se décolorer avant tes accros, a priori. D'accord. C'est ce qu'on appelle bleacher. Il va bleacher. Voilà, bleaching, oui. Il bleach. Après, qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis slim. Coraux sombres et secs. Trop de métaux lourds ou d'acides aminés? Oui, c'est parce que c'est lié en fait. Parce que les acides aminés, c'est les transporteurs de métaux lourds. Donc, si tu as trop de métaux, bah, ça va faire. Mais si en plus tu as des acides aminés avec un taux de métaux raisonnable, comme ça accélère la fixation des métaux par les organismes, ça va faire comme si tu en avais trop. Parce que les acides aminés permettent l'absorption des oligoéléments et même des métaux mauvais. C'est pour ça que c'est dangereux de mettre des acides aminés quand tu as trop d'oligoéléments. C'est dangereux de mettre des acides aminés. Ça va les rendre toxiques. Parce qu'ils vont être mieux absorbés et ça risque de les rendre toxiques. Donc ça veut dire qu'avant de rajouter des acides aminés, il faut faire un ICP. C'est mieux. Si tu as zéro de chez zéro d'oligoéléments, là au contraire, ça sera positif parce que ça veut dire que tu es en dessous de 1 et donc l'acide aminé, ça peut te permettre d'en récupérer un petit peu par les coraux. Mais si tu as 10 de cuivre, ça va pas aller flinguer tes coraux. Tu auras des problèmes de coloration. Mais si tu mets 10 de cuivre avec des acides aminés, là c'est la merde parce que ils vont absorber 10 fois plus de cuivre, les coraux, que s'il n'y avait pas d'acide aminé, ça risque de les flinguer. Donc, d'accord. Donc, avant de rajouter des acides aminés, faites un ICP. Quand tu as un bac riche, c'est dangereux les acides aminés. D'accord. Coraux qui perdent leur couleur, déséquilibre ou flatworm? Les flatworms, ça ne perd pas la couleur de façon homogène. Tu auras des taches décolorées. Alors que si tu as un problème de déficit de quelque chose, ça sera homogène, plus homogène. Et les flatworms, ça sera souvent, ils préfèrent des coraux par rapport à d'autres, donc ce ne sera pas tous les coraux. Enfin, sauf si tu en as depuis 6 mois que tu n'as pas fait gaffe, là, ils peuvent finir par coloniser beaucoup de coraux, mais en principe, c'est limité à 1 ou 2 coraux. Ils ont quand même leur préférence quand ils ont le choix. D'accord. On va continuer sur les coraux là, un petit peu. Est-ce que un blanchiment par le pied, les pieds d'accro qui blanchissent, ça t'évoque quoi? Ça, c'est plutôt une pollution. Alors, trop de phosphate, d'oligoéléments, c'est plutôt un truc en trop. Ça. Les pieds, d'accord. Ouais, okay. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de moi, ce que je considère comme une légende urbaine, de l'acidose? C'est-à-dire, voilà, l'acidose, c'est le grand truc. Les gens, ils te disent, dès que tu as un pH qui est inférieur à 7,8 le matin ou à 7,9, tu es en acidose, tes coraux vont blanchir. Moi, non, si ça remonte la journée, il n'y a pas de problème. Si tu restes tout le temps à 7-8, même la journée, là, c'est un problème. Et si ça remonte au 8 la journée, la nuit, c'est pas grave. On est d'accord. Par contre, si tu es tout le temps à 7,8, là, si, c'est un problème. D'accord. Mais un bac, je veux dire, un bac qui est à 7,8, 8,15, il tourne normalement. Ah bah bien sûr, oui. Tant qu'il varie
qui varie au-dessus de 8 la journée et après en dessous de 8 la nuit, c'est normal. Ouais, parce que moi, chaque fois que je vois des posts où les mecs disent putain, j'ai mes coraux qui blanchissent, et tu as toujours des mecs qui viennent qui disent ah putain, t'es en acidose la nuit, putain, ça me fout hors de moi, mais je le dis non, pas. mais la nuit, c'est normal d'être en acidose, ça n'a pas de problème. Mais je peux pas. Et en acidose, c'est même pas en acidose. Je veux dire, la définition. Non, tu es en baisse de pH, tu n'es pas en acidose. Acidose, c'est quand c'est en tu as un dessous de pH. 7. Je veux dire, la neutralité, c'est 7 et l'acidité, c'est en dessous de 7. Hein, donc, L'acidose, c'est une acidité anormale. Donc, tu n'es pas une acidité anormale si tu es à 7,8 la nuit, mais que tu remontes à 8,2 la journée, ce n'est pas une acidité anormale. Merci Alain, merci Alain. Alors là, il y a une question. Bon, alors attends, là, je vais poser la question de Clément. Donc, attends, elle est où? Voilà, Doliprane. Il y a Clément qui demande, bon, ça va être rapide. Tu peux nous donner les différences entre un oligo-élément et un acide aminé, s'il te plaît? Ah bah, oligo-élément, déjà, c'est un métal. En fait, c'est un élément métallique qui rentre dans la composition des enzymes pour qu'elles soient réactives. Donc, il en faut de très petites quantités, puisque une enzyme, c'est un accélérateur de réaction chimique. Donc, il n'en faut pas beaucoup. D'accord. Et par rapport à quoi tu m'avais dit, j'ai oublié le truc. Là. Les oligos, enfin moi, les oligos pour moi c'est inorganique et les acides aminés c'est organique, quoi. Oui, mais voilà, mais acide aminé, c'est ce qui rentre dans la composition des protéines. Donc, ça peut jouer le chélateur pour des oligo-éléments, par contre. Ça, c'est de transporteur d'oligo-éléments. C'est ce que tu disais précédemment. Et ça sert à faire, c'est une source d'azote organique qui sert à fabriquer la brique pour faire des protéines, en fait. Voilà. Alors, soit le corail, il les fabrique s'il a des nitrates ou de l'ammoniac. Soit il peut l'utiliser directement si on lui fournit. Voilà. Donc, ça lui réclame moins d'énergie si on lui fournit. Mais comme c'est un transporteur d'oligo-éléments, ou de métaux en tout cas, même y compris les bons et les mauvais, c'est pour ça qu'il faut faire gaffe d'en mettre, quand on met sous forme dissous, le milieu naturel contient des acides aminés, je ne peux pas y arriver. Oui, des acides aminés, mais en concentration relativement faible. Donc si tu en as trop, bah, selon le contexte, ça peut être préjudiciable. Voilà. Donc les gens qui sont souvent quand on a des bacs qui sont à 0 nitrate, ça fait flipper les récifalistes et ils se disent bon, je suis à 0 nitrate, je peux rajouter des acides aminés. Oui, mais ça dépend. C'est justifié pour ça ou pas? Ça dépend. La question qu'il faut poser juste après, c'est combien de nourriture il met à ses poissons. Par exemple, en équivalent cube de congé, pour 100 litres, combien il met de cubes? Là, ça te permettra d'estimer les flux. Donc, si tu es à 0 et que le mec il balance 3-4 cubes de congelé pour 100 litres, bah voilà, c'est pas grave. Si il est à 0 mais qu'il a un bac de 500 litres et qu'il balance 2 cubes, là, tu peux te dire qu'il doit manquer qu'il est oligotrophe. Tu vois, c'est ça le truc. Il faut estimer dans le cas des flux. Parce que tant que tu es en dessous de 100% de ce que le bac peut absorber, tu seras à 0. Mais si tu es à 98% de ce que le bac absorbe, tu n'es pas un milieu pauvre. Si tu es à 10% de ce que le bac peut absorber, là, tu risques de manquer. D'accord. Là, il y a Carlos qui pose une question. Est-ce que tu as entendu parler des dernières études qui mettent en évidence l'action de certains champignons dans l'holobionte corallien? Ces champignons pourraient sécréter des substances antibiotiques. Donc, quid des traitements antifongiques comme le fluconazole? Dangereux ou pas? Bah, de toute façon, moi, je ne suis pas pour les traitements, parce que je te dis, c'est ce que je te disais tout à l'heure pour l'histoire des microbiotes. Maintenant, ça intervient partout, ça. On se rend compte que l'activité des micro-organismes est super importante. Donc, on voit ça toujours comme quelque chose de négatif, mais en fait, on ne pourrait pas vivre sans eux. Donc, c'est pour ça que dès qu'on met un produit cide, n'importe quoi cide, fongicide, c'est toujours ennuyeux, parce que tu modifies forcément l'équilibre des flores bactériennes ou champignons ou de levures, et c'est jamais bon, à mon avis. C'est ça le problème, effectivement. Parce qu'on ne sait pas tout. Tout ce qu'on sait, maintenant, je te dis, même pour nous, même notre microbiote, ça intervient sur notre caractère. T'imagines, ça fabrique des hormones pour nous. À quel point ça peut intervenir. Donc, on est très loin de tout savoir. Et puis, c'est surtout que ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que génétiquement, les micro-organismes comme les champignons, ils ont plus de gènes que nous. Parce que ils sont capables, en fait, d'avoir tellement d'enzymes qui sont capables de réaliser des réactions biochimiques beaucoup plus complexes que nous. Ils fabriquent un tas de trucs qu'on est incapable de faire. Nous, on est des nains en biochimie. Notre organisme, on fabrique que dalle. Nous, si on n'avait pas notre microbiote,
on est capable de fabriquer quoi que ce soit. On est capable d'utiliser les trucs, mais pas de les fabriquer. Le microbiote, c'est les micro-organismes qu'on usines a à dans les documents. boyaux. Hein. Bah oui. C'est ce qu'on dit. Avant, on appelait ça la flore intestinale. Maintenant, ça fait plus chic de dire microbiote. Mais voilà. C'est ce qu'on a dans les boyaux, c'est ce qu'on a sur la peau. Voilà, c'est tous ces trucs-là, on en a besoin. D'accord. Là, il y a. Ça fabrique des vitamines, des oligo-éléments, des trucs, et c'est ça qui nous permet de digérer, parce que nous, on n'aurait pas assez d'enzymes pour digérer aussi bien les aliments. Bon, les acides aminés, enfin, moi, personnellement, les acides aminés, je prends le AcroPower de Sprung. Je trouve que c'est un super bon produit. Je prends un bouchon, je balance dans le bac. Là, il y a quelqu'un qui demande on les met à la pipette ou dans l'eau. Tu les mets dans l'eau, les acides aminés, point barre. Oui, mais non, oui, parce que c'est des trucs solubles, donc ça sert à rien de mettre à la pipette. D'accord. Il y a Pitou là, qui demande pH 7,8 la nuit, 7,95 le jour en max. Moi, ça me paraît léger. Bah, 7,95 le jour, c'est un peu léger. Alors, si il peut mesurer le redox, il ne doit pas avoir un redox très élevé, mon avis, parce que la photosynthèse, il y a un truc qui marche pas très bien dans l'histoire. Là. Soit parce qu'il n'a pas assez de coraux, hein, si c'est un bac qui démarre, hein, possible aussi. Hein. Ouais. Mais là, l'écart est pas. Ou alors, c'est possible aussi, s'il a une pièce qui est pas très bien aérée, qui a beaucoup de gaz carbonique dans sa pièce, c'est possible. Pour le savoir, il faudrait qu'il prenne un verre de son bac, un verre d'eau de son bac, il le met dehors sur le bout de la tête pendant 4-5 heures, là, et puis il regarde si le pH remonte. Si le pH remonte, c'est qu'en fait, il a trop de gaz carbonique dans la pièce. Ouais, il a 350 de redox. Bah oui, c'est pas très élevé, donc ça veut dire que la photosynthèse a du mal à se faire, sinon il aurait plus. Ouais, et donc, bon, peut-être que le bac est peut-être pas très, très peuplé en coraux, hein, Pitou. Oui, c'est ça, mais c'est ce que je te dis, c'est pas inquiétant forcément, mais c'est pour ça que je te l'ai dit, si le bac démarre, c'est un peu normal. À ce moment-là, il faut qu'il mette de l'iode, tout simplement, tous les jours. Tu rajoutes un peu d'iode, Pitou. Voilà. Jusqu'au moment où les corallines vont se développer un peu, puis c'est elles qui après maintiendront tout ça. Ouais. Donc, tu rajoutes un peu d'iode pour faire développer les corallines, et puis ça va le faire, il n'y a pas de problème. On continue. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allô, allô? C'est l'heure d'aller faire dodo ou il y a des questions? Alain, tu as un truc dont tu veux parler? Je sais pas, moi, je sais pas. Je sais plus, là, je suis un peu sorti du circuit, là, je sais pas ce qui se passe en ce moment. Hein. Je sais pas s'il y a des nouveautés ou. Tu sais pas? Ouais, il y a sûrement des nouveautés, mais bon. Écoute, Alain, je te remercie. Ça fait combien? Ça fait 1h30 qu'on cause, là, c'est bon. Hein. Ouais. C'est sympa. Hein. Alors, là, il y a Hubert qui dit Salut, Jonathan. RAC ou réacteur à hydroxyde? Ça, bon, tu préfères mais ça, c'est tout pareil. C'est le réacteur à hydroxyde. Si tu en prends la méthode d'outre, tu peux avoir qu'un réacteur à hydroxyde, mais dans ce cas-là, c'est un truc assez compliqué à mettre en route. Sinon, ça marche bien. Mais l'inconvénient, par contre, si tu as une grosse consommation avec un réacteur à hydroxyde, c'est bien pour quand tu n'as pas une grosse consommation de réacteur à hydroxyde, parce que ça te maintient le pH élevé. Quoi. Mais si tu as beaucoup de consommation, tu auras toujours un peu de précipité de calcaire, donc tu auras l'eau toujours un peu troublasse. C'est ça qui est. D'accord. Mais sinon, avec la méthode d'outre, ça marche. Hein. Par contre, si tu n'as pas la méthode d'outre, tu ne pourras pas apporter plus d'un demi-kH par jour avec un réacteur à hydroxyde classique, quoi, c'est ça. D'accord. Là, est-ce que tu penses qu'un palétuvier, ça absorbe beaucoup de trucs dans un bac? Bah, si tu veux, le problème, c'est que ce que ça absorbe, c'est proportionnel au nombre de feuilles. Hein. Donc, si tu as un palétuvier avec 4 feuilles, alors si tu as un palétuvier avec 200 feuilles, là oui. Mais bon, voilà, après, les algues sont toujours beaucoup plus efficaces, si tu veux. Donc, si on le fait, c'est plutôt pour le fun. Mais pour le côté épuration, ton scrubber, ça sera 10 fois plus efficace. Quoi. Ouais. Donc pour le scrubber, là, la prochaine fois que je le nettoie, je pèserai combien j'en retire. Je le fais tous les 15 jours, je pèserai, promis. Non, mais en plus, c'est intéressant parce que ça te permet de voir que si tu pèses de façon régulière, bon, après, tu pèses et tu notes la date en même temps pour voir si par semaine, ça pousse toujours autant. Si à un moment donné, ça pousse pas, soit ça veut dire que tu es super oligotrophe, bon, bah, tant mieux. Mais toi, c'est toujours intéressant de noter ce genre de truc. Ouais. Les phosphates stockés dans le sable ou dans les cailloux, tu as une solution pour les virer? Bah, dans les cailloux, c'est compliqué, mais dans le sable, c'est aspirer le sable de temps en temps et puis le nettoyer. Quoi. C'est pour ça qu'il faut avoir du sable fin, parce que si tu as trop de merde dans le sable, quand ça a bouché ton tuyau, quand tu siphonnes, c'est chiant. Quoi. Donc tu coupes le brassage, la pompe de remonter tout ça. Tu aspires avec un tuyau tout le sable,
pendant que tu remplis ton seau, tu remues avec la main, tu jettes l'eau sale et puis voilà. Bon, par contre, si tu as beaucoup de sable, tu peux pas enlever tout le sable d'un coup parce qu'il faudra changer 25% de ton bac à ce moment-là. Tu te contentes de retirer ce que tu peux en fonction du volume d'eau que tu as envie d'enlever. Si c'est de l'eau, ouais, là, il y a Grégory qui dit qu'il a mis un réacteur à hydroxyde en plus du Belling pour précipiter les phosphates. Est-ce que c'est une bonne idée? Oui, c'est ça l'intérêt. Oui. Mais d'un autre côté, tu les précipites, mais ils se retrouvent dans les sédiments. Donc, si tu enlèves en même temps les sédiments, ça va. Mais si tu enlèves jamais tes sédiments, ils vont se redissoudre. C'est un peu pour ça que j'aimais pas le Dispophos. Par contre, si, j'exagère quand même un peu. Ça qui m'intéresse, c'est que malgré tout, quand ça va précipiter, une partie sera aussi retirée par l'écumeur. Donc, c'est quand même. Ouais. Tu sais quoi, j'ai encore ton flacon de Dispophos made by Alain à la cave. Je vais le vendre aux enchères. Putain, du Dispophos fait par Alain Torté. Là, ça s'abîme plus. Hein. Et j'ai le flacon à la cave, putain. Et c'est pour ça que j'aimais pas ce produit d'ailleurs. Parce que je trouve le Dispophos, si tu as un turnover qui est moyen, tu fous pas de perlon en bas, toute la merde, elle se retrouve dans tes. Non, mais de toute façon, si tu en mets trop, c'est pas bon, ça va trop faire de précipiter, c'est chiant, ça fait le décor marron. Donc, c'est fait pour utiliser à la microdose, en fait. C'est bien d'en mettre. Vaut mieux mettre, tu vois, 1 ou 2 millilitres, c'est tout, tous les jours, parce que tu as plus de chances que la plupart sera tirée par l'écumeur. Sinon, ça a une trop grosse partie qui va finir dans les sédiments et c'est emmerdant. Donc, c'est plutôt un truc qu'il faut utiliser en ajustement. Une toute petite quantité homéopathique, tu vois, régulièrement. Il y a Christophe qui dit j'achète. Il est déjà vendu ton flacon de Dispophos. 100 balles. Putain, je vais pouvoir me payer 1 centimètre d'acropora avec 100 balles. Mais là, tu achètes un truc. Non, oui, les boutures, c'est. Le mec, il te dit tiens, ça vaut 500 balles. Tu vois, tu prends une loupe pour regarder le bordel, tu vois. Putain, oui, là, j'ai pas regardé récemment, mais j'ai vu il y a 2-3 mois, ça a pris une inflation. Non, mais tu sais, t'as les machins avec des noms à la con, ils sont éclairés sous bleu, tu te dis putain c'est beau, tu les mets chez toi, t'es pas éclairé en bleu, tu te dis putain il est merdique le truc. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, alors attends. N'y dit pas de risque à aspirer et nettoyer le sable par rapport aux zones aérobie et anaérobie? Mais non, mais c'est comme tout, il n'y a pas de risque si on le fait régulièrement. Si tu fais rien pendant 2 ans et que tu aspires, ah oui. Mais quand tu l'aspires en coupant le brassage, tu mets pas les sédiments en suspension, c'est ça l'intérêt. Il faut pas clocher, surtout pas clocher. Quand tu cloches, tu remets en suspension les sédiments. Alors, ça sert à rien. Non, en fait, moi, ce que des copains faisaient, ils aspiraient le sable, donc ils siphonnaient de l'eau, ils faisaient passer la flotte à travers une chaussette. Et ils gardaient le sable dans la chaussette, ils remettaient. Ouais, mais ah oui, d'accord, mais sinon, c'est autant aspirer directement dans le seau. Tu remues avec la main, puis tu jettes le surnageant, c'est plus rapide. Ouais, c'est vrai. La chaussette, il y en a qui font ça parce qu'ils mettent ta chaussette dans la décante. Mais là, c'est pas un bon calcul parce que les fines particules, elles restent pas dans la chaussette, elles passent à travers. Donc. Ouais, c'est vrai. Tant, il y a Jonathan. Tiens, t'es là, Joe? Salut, Jonathan. Il dit tant que la sédimentation va être au-dessus de 8 heures, pas de solubilisation. Bon. Alors, attends. Là, j'ai une question de Stéphane de Rift Techniques. Abonnez-vous à la chaîne Rift Techniques qui font des super vidéos. Et puis, pendant que vous y êtes, vous pouvez regarder les vidéos que j'ai mises sur la chaîne du Récif. Mais bon, vous regardez pas. Moi, je fais ça pour le plaisir. Hein. Question vite fait. Le redox est mesuré par une sonde qui mesure une conductivité, non? Est-ce qu'une variation de salinité peut jouer sur le redox? Oui, parce que comme c'est lié à la concentration de différents ions, ça peut jouer un petit peu, oui. Mais pas beaucoup. C'est pas ça qui est. Et l'équilibre entre les différents ions ne va pas changer beaucoup, mais ça peut changer un petit poil. C'est pas ça le gros de la variation, quoi. D'accord. Moi, mon redox, pour moi, l'intérêt du redox essentiel, quand on a un redox qui est dans les normes, hein, 400, 450, bon, un peu plus. Si tout d'un coup, il y a un pic, une chute brutale du redox, en général, ça arrive la nuit, tu peux te dire qu'il y a un poisson qui est mort ou qu'il y a un truc qui est mort, direct. Oui, c'est ça. C'est quand il y a une variation, normalement, ça doit rester à peu près. C'est assez régulier. Comme tu as maintenant,
est standard. Enfin, on ne change pas la durée d'éclairage, tout ça. Normalement, ça reste relativement stable. C'est Donc, c'est assez un avis. stable. C'est assez stable, mais quand il y a une chute brutale comme ça, c'est en général, il y a un mort. Voilà, et s'il n'y a pas de mort, à ce moment-là, il faut regarder la couleur d'écran, voir s'il y a pas, c'est qu'un truc commence à dévier, puis c'est pas bon, quoi. D'accord. Il y a Stéphane là qui redemande, la chaîne Rift Techniques, abonnez-vous. Ça ne perturbe pas la mesure. Qu'est-ce qui ne perturbe pas la mesure? Attends, je n'ai pas compris là ce que tu veux dire, Stéphane, excuse-moi. La variation de salinité, ouais, elle ne perturbe pas la mesure du redox? Si, mais très peu, quoi. A priori, c'est pas ça qui. Ça bouge pas des masses, quoi. Ça bouge pas des masses, si tu veux, parce que la variation de salinité, elle sera de quelques pourcents, donc le redox, ça sera pareil, ça va pas changer grand-chose, quoi. D'accord. Ok. Par contre, Moi, dans le redox, il y a des trucs bizarres. C'est que normalement, toi, de l'eau oxygénée, c'est oxydant. Donc, quand tu mets de l'iode, I2, là, du Lugol, hein, le redox, il monte direct. Par contre, quand tu mets de l'eau oxygénée, le redox, il chute, et le lendemain, il est remonté au-dessus de ce que tu l'avais la veille. Ouais. Mais j'ai demandé à un chimiste, bah, personne n'a été capable. C'est sûrement un des composants qui doit rajouter 2-3 conneries dans l'oxygène, tu vois. Et comme conservateur, je pense que c'est ce truc-là qui doit faire chute. Mais ça, c'est très bizarre. Ouais, non, c'est étonnant. Mais quand moi, tu mets du glucose, ça grimpe en flèche directement. Hein, alors que là, c'est l'inverse. Ça baisse et ça remonte. Le lendemain, ça remonte au-dessus, c'est bon. Mais le moment où tu le mets, c'est perturbant. Ouais, moi, plus mes croquettes de skim breeze s'usent et se saturent en CO2, plus mon redox augmente. Étonnant, non? Oui. Hein? Non, tu trouves pas ça bizarre, non? Hein? Non, mais c'est vrai, puisque le pH monte moins, le redox, il explose. Ouais, non, mais sérieux, je te montrerai les courbes de l'Apex. C'est vraiment flagrant, quoi. Je veux dire. Mais c'est bien, mais au bout de 10 jours, la chaux commence à être saturée et devient violette, bleue. Et donc, le pH baisse un petit peu, quoi, de genre 0, de 7, on va dire de 7,2, de 8,2 à 8,15. Et le redox, il passe de 450 à 470, boum, direct, la nuit. Bah ouais. Étonnant, hein, mais c'est marrant, quoi. Je veux dire, c'est rigolo ce récifal. Voilà, bon, bah écoutez, hein, on a un peu fait le tour. Si vous avez d'autres questions, si vous avez d'autres trucs, machin, vous pouvez les poser sur le post. Alain, quand il arrivera à se connecter sur Facebook, il viendra regarder et puis répondra aux commentaires. Hein, ouais, je regarderai demain matin, là, pas ce soir, parce que comme il se connecte tous les 36 du mois, bon, vous avez le temps d'avoir vos réponses. Mais on refera des entretiens parce que vraiment, c'est toujours un grand plaisir de bavarder avec toi. J'espère que tu auras l'occasion de sortir de ta cambrousse, de venir à la capitale un de ces jours. Bah oui, on se voit. Je t'ai souhaité une bonne année comme ça vite fait, mais alors je te la souhaite très bonne. J'espère que tes projets concernant tes vidéos, tes produits, tes vidéos, tes produits, tes machins pourront se concrétiser. Au printemps, je vais me mettre ça là. Voilà. J'espère que tout ça, ça se concrétisera. Alain, je te souhaite une bonne soirée. Je te remercie de ta disponibilité. D'ailleurs, comme je remercie tous les gens qui acceptent à chaque fois de faire des entretiens, je vous encourage à regarder les entretiens sur la chaîne YouTube parce que bon, ça demande du temps de les mettre en ligne. On a fait des trucs quand même sympas. Les vidéos d'Alain, j'essaierai de faire un montage à l'occasion parce qu'il y en a tellement, ou alors vous pouvez toutes vous détaper si vous voulez. Mais à ce moment-là, il faut vous prendre une palette de Doliprane avant. Elle est où ma boîte? Elle est là. Voilà. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Merci de nous avoir suivis. Mais c'est bien de faire circuler les informations. Exactement. Et comme dirait feu Georges Pernaut. C'est des animaux, déjà, c'est toujours chiant de les perdre. Donc, déjà, rien que ça. Et puis, c'est quand même un budget. Donc, voilà. Exactement. Et comme dirait feu Georges Pernaut, que j'adorais, bon vent, bon riff. Et à bientôt pour de nouveaux entretiens. Il y en a peut-être un avec Vincent Chalias. On fera peut-être vendredi matin. On hésite. On fera peut-être un entretien avec Vincent vendredi matin parce qu'il est pris tous les week-ends en ce moment sur ses cultures de filia et compagnie. Donc, c'est soit le matin à 10h, soit le soir à minuit. Donc, moi, maintenant, à minuit, le soir, j'ai autre chose à foutre. Donc, c'est le matin à 10h et ce sera peut-être vendredi. Voilà. On vous tiendra au courant. J'ai vu qu'il avait un œuf
J'ai vu qu'il avait un œuf à Golden qui était Golden pour le prix aussi. Ouais, non, mais les coraux maintenant, c'est des lingots d'or. C'est de la C'est folie. Hein. pire que les bitcoins. Allez, Alain, Ouais. salut, bonne soirée. Merci à toi. Ciao, Alain. Ciao, bonne soirée Ciao, à tout ciao, le ciao, monde. ciao. Et bonne année, bonne santé. Et prends soin de toi. Ciao, mon Alain. Ciao.